Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Pour tout le monde, on est comme tous les lundis avec Colby pour Hors Délai, le quatrième déjà de cette saison 2024. J'espère que vous allez bien sur le chat, j'espère que vous êtes installés. Tu vas bien mon petit Colby? Ouais, ça va bien, hein. On a eu beaucoup de cours cette semaine et Ouais, du programme coup, j'étais un surchargé, peu ouais. trop effréné. Ouais, je suis pas encore habitué à ce rythme-là, mais on Ouais, bon, s'habitue. bon, après je pense que ça va pas être comme ça toutes les semaines, mais j'avoue que ce week-end là, des grosses 7 courses par jour là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est là. On est là pour tout vous résumer. Vous avez pas eu le temps de tout voir, de tout suivre dans le vélo. On est là pour vous, bien évidemment. Bon, juste avant que ça commence, ne vous inquiétez pas, c'est normal s'il n'y a pas eu de contenu ce week-end. Je suis juste un petit peu malade, j'ai passé le week-end au lit quasiment. Donc, mais je suis trop amoureux d'Ordélé. Du coup, j'ai eu la force de sortir du lit Salut Styros, on espère que tu pour vas ce mieux 19h, Styros parce que Ultra. Ordélé, c'est Ordélé. Eh oui, je suis amoureux de toi, Colby. Oula. Non, mais c'est cool de toute façon se revoir, ne serait-ce qu'une fois par semaine pour, discuter de tout ça, du vélo et puis après toi aussi tu as tes lives, tu joues avec, ta commu donc ouais, c'est bien. C'est cool d'avoir ce petit rendez-vous quand même. Ah, c'est vrai que depuis que GCN n'est plus, cette saison, c'est un peu plus dur pour suivre ceux qui sont pas abonnés à Eurosport, au Player machin, c'est un peu plus cher. Donc forcément, il y en a qui suivent un peu moins. Mais vous en faites pas, on est là. Je te propose qu'on commence, tranquillement. Ouais. Aïe. Attends, faux départ. Je relève si tu veux, hein, on gère. Vas-y, je me suis détruit la main. Ouais, bah, du coup, on va commencer avec, la Colombie, le Tour de Colombie. Donc, on s'était laissé la dernière fois avec les championnats nationaux, Osorio qui s'était imposé et ce Tour de Colombie avec plein d'équipes World Tour, hein. Forcément, il y a des Colombiens dans beaucoup d'équipes du peloton World Tour et ben, au final, on a vu que les World Tour se sont fait piéger par Rodrigo Contreras. Eh oui, Contreras de l'équipe... c'est quoi? C'est l'équipe nationale, je crois, NU Colombia? Non, c'est une équipe Conti où il Ah, y a c'est les vraiment une équipe Henao, Conti? c'est ouais, Henao est là-bas. C'est une équipe Conti, ouais, mais c'est un ancien Astana. Ah, c'est quand même important de le dire, à l'époque où il y avait Lopez, lui et il y avait cette petite contrée colombienne qui était là-bas et ça a pas trop marché. Du coup, il est vite retourné en Colombie et ouais, il a jamais rien gagné avant ce Tour de Colombie, hein, j'ai l'impression en plus donc il fallait un petit déclencheur et voilà, bravo, premier classement général. Il était champion, panamérique en chrono. Il a toujours été très bon en chrono, c'était un grimpeur assez complet, mais ça a jamais marché au niveau World Tour donc voilà, victoire, à domicile, devant des World Tour, devant du Carapaz qu'on a vu très, très remuant. Bernal, on a été dans l'attente, mais c'était un peu décevant à mon avis. Et puis après, il y avait tous les Colombiens, du Ivan Sosa, du Chavez, Uran aussi qui étaient là. Donc voilà, c'était une petite course sympa. Ouais, petite course sympa, tu l'as dit. Bon, c'était un petit peu galère à suivre pour ceux qui n'ont pas suivi. Si vous êtes passé à côté du Tour de Colombie, c'est un peu normal. Les arrivées, c'était vers 20h. C'était sur soit des streams YouTube, des liens bizarres. Enfin bref, c'était un peu le bordel pour suivre. Mais c'était sympa. L'ambiance en Colombie, toujours cool avec les spectateurs au bord des routes d'ailleurs. T'as l'impression d'être en Sur plein les milieu. routes, Ah ouais, sur les routes. oui, oui, aussi. Mais t'as l'impression d'être en plein milieu du Tour. C'est énorme. Ouais, non, C'est mais la ferveur. Mais ouais, tu l'as dit, du coup, les World Tour qui se font piéger, hein. On a Caicedo de la Petrolike maintenant. Il est là-bas, qui fait 3 aussi. Mais bon, on avait Carapaz, on avait Uran, il y avait Bernal, il y avait Terrada qui a gagné une étape, mais bon, ça n'a pas suffi. Il y avait Chavez aussi, il y avait quasiment tous les Colombiens et les Sud-Américains du World Tour. Et pourtant, c'est pas passé. ouais, c'est pas passé et bon, bah, même sur les sprints, ça a été, assez compliqué pour les World Tour. Enfin, non, Gaviria s'est imposé et Cavendish a dû attendre la troisième étape pour remporter son étape donc ouais, c'était oui, en fait, il a fallu attendre les sprints pour que les World Tour s'imposent, tout simplement. Sur les autres étapes, j'ai l'impression que les Colombiens ont vraiment pris de court les World Tour donc c'est compliqué. Bon, après, c'est un peu normal aussi, des fois, début de Ouais, saison, pour les mecs des petites contis colombiennes, c'est limite l'objectif de leur saison. C'est la seule fois qu'on va les voir face au World Tour avec des noms comme ça dans le peloton. Donc, les mecs sont peut-être ouais, un poil plus motivés que Bernal et compagnie, quoi. Mais ouais, ouais, du coup, c'est on vrai. a eu plusieurs sprints. Gaviria qui a gagné le premier. Bon, on peut le dire, Petit flop de Cavendish, pourtant il avait été amené comme un roi, hein. Chez Astana, ils avaient mis tous les moyens pour que Cavendish gagne une étape. Heureusement, il l'a fait Ça plus même tard, mais. même Lutsenko était au service de Cavendish pour te Ouais, dire donc c'est un truc de fou. Ils avaient ramené la dream team et c'est vrai qu'on voit la première étape, on se dit: «Mais what the fuck Cavendish sérieux? Quelle là quoi?» Heureusement, il se rattrape sur la troisième et c'est ça, la voilà. troisième étape. Non, la quatrième, pardon. Oui, la quatrième.
La quatrième? Ouais, la quatrième où il va s'imposer devant Gaviria et Soto. On a Bolt Ouais. qui avait fait quatrième. Mais du coup, Mais ça peut nous permettre de parler un peu de Cavendish, si tu veux, oui, vu que bah, vu justement, que c'est le j'allais venir moment. là-dessus. On a vu qu'il y avait un gros train pour Cavendish, donc il y avait Bolt qui était là. On a même ramené Lutsenko aussi pour rouler. Et bon, ça a payé, hein, quand même sur la quatrième étape, il s'est imposé. Sur le premier sprint, on a vu qu'il avait un peu plus de mal. Mais je pense que toi, comme moi, comme tout le chat se pose la même question. Cette année, est-ce l'année où Cavendish va aller prendre la 35e et effacer Dimax du record, et lui du Aïe, aïe, record? aïe, aïe, aïe. D'ailleurs, c'est le moment Opta Styros. Opta Vélo, ça m'a grave étonné. Mais Cavendish, tu sais, c'est quand la dernière fois qu'il avait gagné une point 1 sur une course hors World Tour ou grosse course point pro? Bah, genre, c'est championnats nationaux, mais ça compte ou pas? Non, non, les scènes ne comptent pas. Hors scène, Voilà, c'est 2016. 2016. Il avait plus gagné sur une course de ce type depuis 2016. Bon, après, quand tu regardes sa carrière, il a très peu gagné sur les points, mais j'avoue que ça m'a grave étonné. Hein, généralement, Cavendish, en début de saison, il a du mal à se mettre en route. Tu le vois pas trop lever les bras, même quand il était à son top niveau en soi. Hein. Mais là, du coup, ouais, ça m'a grave étonné. 8 ans qu'il avait pas gagné sur une point 1. Ouais, non, c'est ça. Mais il l'a toujours dit, hein, dans je crois que c'est le documentaire, de la Quick Step de Wolfpack, c'est un coureur de grand tour. Enfin, c'est un sprinter sur grand tour, en tout cas. Il a du mal quand c'est des classiques, quand c'est un peu plus, dans les conditions d'une étape, une journée, être à fond. Mais quand c'est un grand tour, il a dit, il est toujours là, il sent toujours le truc qui fait qu'il va s'imposer. Puis avec son profil, il se faufile très bien aussi dans les espaces. Donc, non, non, Cavendish, c'est un mec qui performe toujours quand c'est une semaine de course, quand c'est 3 semaines. Et bah, du coup, ouais, là, en Colombie, ça faisait longtemps qu'il avait plus fait de course, point 1, une semaine aussi. Je pense que le calendrier ici fait que pour un coureur comme lui, c'est plus compliqué d'aller là-bas. Il revient, il s'impose, donc on verra la suite de la saison, mais ça peut être de bon augure, hein, au final. Ouais, bah, de toute façon, Astana, ils l'ont clairement repris que pour un seul truc, c'est le tour. C'est la 35e. Et ça, c'est la question, est-ce qu'il va réussir à aller la chercher? L'année dernière, il avait essayé, bon, on sait comment ça a fini, hein, l'abandon terrible en larmes. Tout le monde était triste pour lui. Est-ce qu'il va réussir à aller chercher la 35e? Pour le moment, on rappelle, si vous n'avez pas suivi, il est co-recordman de victoires sur le tour, on le voit là, 34 victoires au total, c'est énorme. Égalité avec Merckx, et il a prolongé exprès. De base, il devait prendre sa retraite l'année dernière, mais après son abandon sur le tour, il a rempilé sur une saison. Astana a même fait du recrutement rien que pour ça. Hein. Limite, le recrutement d'Astana tournait juste autour de Cavendish et sa 35e. Ils ont fait venir Morkov et compagnie. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Vous, le chat, vous en pensez quoi? Est-ce que la 35e est possible? Moi, je t'avoue que bon, ça serait beau, machin, de vivre, entre guillemets, un record comme ça. Et vas-y, moi, tonton Eddy, j'ai pas envie qu'il soit effacé du record, tonton. Ouais, mais s'il est passé du record, ici, Eddy Merckx, il est dans 43 autres records du peloton en Tour, donc Ouais, mais c'est là, pas le plus de victoires sur le tour. La plus belle course du monde, la plus grande course du monde. non, c'est sûr. Mais après, on avait vu aussi qu'à l'époque, les courses, c'était totalement différent, le nombre d'étapes, les demi-journées et tout ça, donc là, dans l'ère moderne, ça a l'air quand même bien plus compliqué de remporter beaucoup d'étapes. Et il y a que quand tu es le meilleur sprinter du peloton et que tu écrases toute la concurrence que c'est possible. Par exemple, du Kittel qui faisait des 4 victoires par Tour de France. Donc, ouais, non, je pense qu'à moi, avoir un gros sprinter comme Cavendish qui arrive à 35 et qui est effacé d'Imer, ça me dérange pas, en fait. Dans le chat, il y a bien plus de noms que de oui, hein, pour le moment. Ouais, mais ça, c'est sûr, hein, l'âge aussi fait que t'as le fait qu'il se crache aussi beaucoup maintenant. Mais quand tu vois l'année passée, il gagne, même sur le Giro, il restait une étape à Rome et il va Ouais, la il gagne la chercher, tu te dernière. dis. Ouais, mais vas-y, c'est scripté, mec. Mais ouais, mais c'est ça, c'est le script, en fait, c'est Cavendish, quoi. Le mec est Mais obligé de, de, de le faire, quoi, d'y arriver. ouais, non, c'est sûr. Moi, je t'avoue que j'ai une autre question plus, un peu pour tacler Astana. Oula. Est-ce que cette saison, ils vont faire plus de victoires en Europe ou hors de l'Europe? Parce que là, ils en ont déjà 2 en Colombie. Maintenant, on attend de voir en Europe si ça va commencer à s'imposer ou pas, quoi. Oula, un problème contre Astana, monsieur? Non, mais on sait très bien que c'est une équipe, qui est à la recherche de points ICI pour se Ouais. maintenir. C'est une équipe qui roule beaucoup en Asie parce que forcément Astana est en Asie et ça roule beaucoup à l'étranger. Et ouais, la concurrence à l'étranger n'est pas la même qu'en Europe, on le sait très bien aussi. Donc maintenant, j'ai envie de voir si, cette équipe va plus performer en hors de l'Europe ou en Europe, quoi. Et surtout qu'ils vont mettre, s'ils te mettent à chaque fois du Cavendish hors de l'Europe pour t'accumuler des victoires et tout et pour, engranger des points. Bon,
voilà, quoi. Après, le problème, c'est que point UCI, est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie? Parce que là, du coup, ouais, ils ont vraiment mis limite tous les leaders en Colombie. Alors, t'avais de belles courses aussi en Europe où tu pouvais aller chercher quelque chose, peut-être. Mais la joie, les victoires de Cave et de Terrada, c'est 14 points chacun UCI, quoi. Je sais même pas, est-ce Ah non, qu'ils mais ont fait 50 points sur la semaine en Colombie? peut-être avec le classement général de Terrada, mais quand tu vois l'utilisation d'Alutsenko, tu pouvais très bien le mettre sur une course, sur les courses en Espagne dont on va parler. Et il avait sa place là-dedans, il aurait pu faire un top 10 minimum, tu vois. Ouais, avec le général de Terrada, il ramène peut-être ouais, vers les 80 points dans ces eaux-là, mais. Ah, ça reste tendu, hein, parce qu'ils sont un peu dans la sauce quand même niveau classement UCI. Pour ceux qui n'ont pas suivi, le nouveau système, c'est que sur une tranche de 3 ans, le classement est fait pour que au bout des 3 ans, il y ait une descente, des descentes et des montées tout simplement sur le World Tour. Et pour le moment, Astana, c'est clairement Conti, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour un peu en Colombie, on a parlé un peu de tout le monde, des Ouais, il y a eu la grimpeurs, des victoire sprinteurs. d'Osorio. Après, bon, pas non plus 50 millions de choses à dire. Bon, il y a Carapace qui gagne l'étape Rennes, mais bon, est-ce qu'on est étonné? Pas trop, hein. C'était un col de 30 km, ça montait à 3000 mètres Et d'altitude puis, quasiment. et puis c'était un groupe de 8 coureurs, t'avais 4 IF dedans, tu fais bon, bah ouais, on a compris. Mais ce qui m'a bien fait marrer aussi sur cette étape de montagne, c'est les gars à vélo, là, enfin, les spectateurs à vélo qui roulent à côté, qui limite leur font l'aspiration aux grimpeurs. C'est quoi le délire, tu vois? Je regardais la montée. Déjà, oui, tu vois que c'est la descente, puis ils font demi-tour, ils font la montée. C'est what the fuck cette étape. Mais tu voyais les spectateurs en plein milieu sur la route aussi en train de pédaler et tout. Limite, ils prenaient l'aspiration, enfin, ils se faisaient prendre l'aspiration par les coureurs. Tu dis, what the fuck, quoi. On est vraiment en Colombie, on n'est pas, c'est un autre monde, quoi. Ouais, Bernal quatrième. Après, bon, Bernal, quelle fraude, je vois dans le chat. Moi, j'ai du mal à dire comme ça. Il revient de tellement de loin que c'est déjà un miracle de le voir rejouer des places comme ça, même si c'est que un tour de Colombie. Parce que le mec, à 3 cm près, il se retrouve sur une chaise roulante, il se retrouve sans fin de carrière, quoi. Donc, déjà, Hein. le revoir là, ça fait déjà hyper plaisir. Maintenant, oui, je crois que son objectif, c'est la Vuelta à long terme cette année. Bon, Ouais. moi, je pense pas qu'on retrouvera un Bernal qui serait capable de gagner un grand tour et tout, surtout vu les monstres qu'il y a maintenant. Pareil qu'en 2019. Mais bon. SLT Bon, ça les fait quand même cyclistes. plaisir, cinquième, il est dans le sillage d'Ouran et tout, il est pas non plus. C'est pas comme Froome où tu le vois faire grouper tout à chaque course, quoi. Ça va encore. Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il roule encore blessé et c'est un truc, que j'ai toujours dit, mais Bernard, j'ai l'impression que si tu lui laisses ne serait-ce qu'une année où il peut se reposer ou se remettre bien physiquement de tout et puis après on voit s'il peut faire une année à fond, ça peut être quelque chose d'hyper intéressant, mais oui, j'ai l'impression que lui-même, lui, aime bien faire souffrir son corps et bah, du coup, je pense que là, il a atteint un résultat où, bah, c'est déjà très bien. On verra ce que ça donne sur la suite, comme tu as dit et puis s'il n'y arrive pas, tant pis, ça devient un coureur moins important dans l'équipe, mais Ineos a quand même beaucoup de leaders pour le remplacer, donc c'est pas si grave. Effectivement, je te propose qu'on passe à la Provence maintenant, peut-être la course qui a été le plus suivie par les gens, par le chat aussi cette semaine, avec une victoire finale. Quelle surprise! On est grave étonné. C'est vraiment une perf exceptionnelle. La victoire finale de Mats Pedersen avec tout simplement 3 étapes, hein. Il a gagné le prologue, il a gagné l'étape 1, il a gagné l'étape 2. Et du coup, il avait tellement d'avance à l'étape 3 qu'il s'est permis de tenter un sprint de 400 mètres vent de face. Mais il gagne quand même le général. Ah non, c'est clair, mais on le savait. Bon, la concurrence était telle que ça serait très compliqué de battre Pedersen, que ce soit au sprint ou sur le chrono. Et l'étape un peu casse-pattes était aussi beaucoup à son avantage. On l'a vu rouler seul, sprinter et s'imposer sans que qui que ce soit le dépasse à un moment. Et les conditions météo aussi ont beaucoup tronqué le classement général. Il y a eu beaucoup d'abandons. Il y a eu, que ce soit les bordures, il y a eu un virus qui a circulé aussi sur la Ouais, course qui a fait que bah ils finissent à tout a 68 été à peine. chamboulé. Donc il y a pas c'est au matin c'est entre l'étape 2 et 3 je crois qu'il y a eu le plus d'abandon. Ouais, et pendant l'étape 2 aussi, je pense qu'il y a eu quelques abandons pour les mêmes raisons, donc ouais. Et malgré tout ça, Pedersen finit la course et s'impose du coup et ouais, enfin, c'était simple, mais sa préparation continue, hein. On verra ce qu'il donne sur, bah, les grosses courses de l'année, mais il a l'air très, très, très fort. Après honnêtement, même si bon, il y a pas une adversité de dingue non plus, ce sera pas la même sur les monuments, sur les gros objectifs qu'il a cette année. Mais déjà que sur papier, le parcours, il était parfait pour lui.
En plus de ça, t'as la météo, mais c'est peut-être le mec dans le peloton qui aime le plus, c'est ce genre de météo. Ah, on l'a Tu connu te comme souviens ça, hein. ouais, les Worlds quand ils gagnent sous le déluge là en Grande-Bretagne. Enfin bref, c'est déjà qu'il était avantagé par le parcours, mais là c'était fini. C'est le tapin du siècle pour lui. Bon, en vrai, c'est la prépa parfaite, maman. Du coup, Oh, ouais, mais c'est limite dommage que d'autres coureurs ne soient pas venus. Je pense par exemple à des gars comme Kung ou quoi, qui auraient très bien aimé ce parcours-là. Il y a un prologue, puis après tu as une étape casse-pattes, et puis il y a de la bordure, c'est tout ce qu'un coureur comme Stéphane Kung aime bien. Et ouais, c'est juste dommage qu'il y ait pas plus de Flandriens, peut-être qu'ils soient venus en Provence, surtout que le parcours a vraiment été dessiné pour eux. Donc au final, tant pis pour eux. Et bon, moi, on a vu d'autres coureurs, notamment son équipier Soderqvist, j'ai vu, il a fait un très bon prologue, il a ouais, tenu un peu, il a fini top 10. il fait deuxième même. Ouais, et au final, il tient en général aussi. Et on a vu aussi bah, du Garcia Pierna pour la Arkea qui a fait un bon chrono, qui a tenu l'étape compliquée, qui a même été chercher des petites secondes sur l'étape qui a été tronquée, la première étape. Donc ouais, on a vu des noms différents et bon, bah, c'est aussi ça, le vélo, quoi. Exactement. Bon, on a forcément un peu de peine et un peu triste pour ce cher Axel Zinglet, le pauvre. En vrai, il était vraiment en jambes. J'ai bien aimé ce qu'il a fait quoi, et les sprints qu'il nous a sortis dans chaque finale. Bon, malheureusement pour lui, il y a Pedersen qui a tout écrasé, mais il passe à un rien de faire la semaine parfaite aussi, hein. Il fait 2 fois deuxième. La dernière étape, il fait quoi? Il fait top 10, non? Dernière étape, il fait Ah, il troisième fait aussi. troisième même. Donc vraiment, il a été hyper régulier. Au final, c'est sur le prologue qu'il perd un peu tout, mais non, j'ai bien aimé sa course à Zinglet. Ouais, bah, c'est un peu le seul où on se disait, bah, il va battre Pedersen à un moment sur un sprint et c'est le seul qui tenait la roue, mais ouais, il tenait la roue, mais après, ouais, dépasser Pedersen, c'était quelque chose d'autre et c'était trop dur, mais ouais, non, mais 3 podiums sur l'étape, enfin sur, le parcours, c'est très bien, donc ouais, dommage le prologue forcément, mais ça, ouais, peut-être à travailler pour plus tard. Et du coup, je pense l'étape qui a peut-être marqué les gens, c'est la troisième, hein, peut-être revenir un peu dessus. La fameuse étape, je vous mets le profil là, vous le voyez pas en entier. Attendez, je vous arrange ça, mais avec le final vers Manosque, où on a eu bah, une météo catastrophique, un scénario de course. Bah franchement, j'ai bien kiffé. Tu vois, c'est pas forcément le parcours du siècle, mais on a eu une très très belle course avec les Arqueas, j'ai vraiment bien aimé. T'en as vite fait parler tout à l'heure, mais le petit Raoul Garcia Pierna qui mettait mine sur mine, Kostiuk était en blanc à ce moment-là qui mettait mine sur mine. Il y avait qu'un seul objectif, un groupe de 10-15 coureurs, les mecs c'était faire tomber Pedersen. Bon malheureusement, la perf qui sort ce jour-là, et je sais que c'est ce qui a un peu fait parler sur Twitter entre guillemets, c'était il y avait une team en mode ouais pourquoi ça s'excite sur Pedersen alors qu'il est face à une concurrence de merde entre guillemets. Mais là, peu importe la concurrence, peu importe qui il y a en face, ce qu'il a fait samedi à Manosque, j'ai trouvé ça aberrant. Le mec tout Ouais, seul, il était en 1v10. Il a sauté dans les roues de tout le monde. Il a géré les attaques de tout le monde. Et pourtant, ils ont pas chômé les types. Pendant 30 km, il a fait le tempo lui-même. On se disait même, c'est qui? C'était Marco, c'est le pauvre Marco Frigo. On se disait, bah c'est gagné là. Pedersen, il va pas pouvoir revenir. 3 virages après, il est dans sa roue. Non, vraiment, il m'a ouais. impressionné de fou furieux ce jour-là. Ouais, c'est clair et tout le monde était à fond, les conditions météorologiques étaient aussi, dantesques et ouais, bah, peut-être qu'il manquait une difficulté ou quoi pour, encore un peu plus sélectionner ce groupe, mais au final, ils finissent qu'à 10, hein, dans le même temps, donc c'est déjà très bien. C'est juste que, ouais, Pedersen était trop fort et que, ouais, il était animé par une fougue, mais incroyable parce que même à un moment, lui aussi, il s'est dit: «Beh, on fait que m'attaquer, je vais attaquer moi aussi», tu vois? Et alors à ce moment-là, tu sais, j'ai cru que ça allait être un peu une poga en mode il part et on le revoit plus et c'est fini. Bon, au final, il se fait quand même un peu, reprendre. Il continue à rouler parce qu'il sait que s'il s'arrête, ça va réattaquer, donc forcément et il tient, il gère et son sprint, on se dit: «Beh, il va pas pouvoir tenir avec ce sprint, enfin, c'est impossible, c'est en boss», avec tous les efforts qu'il a fait, seul et tu vois que personne n'arrive à le passer, tu te dis: «Mais c'est un monstre, ce mec est vraiment un monstre» et tu vois un peu, entre guillemets, «la différence» entre le gratin mondial et bah, un niveau encore en dessous et ce que tous ces coureurs-là ont envie d'atteindre plus tard. De toute façon, clairement, Pedersen, je pense que ça va choquer personne ce que je vais dire, mais si on dit qu'il y a peut-être les 5-6 monstres absolus intouchables dans le peloton, les Remco, Vinge, Poga et tout, Pedersen, il est pas très loin derrière et c'est peut-être le meilleur des autres, entre guillemets, hein. Ah bah oui, mais son palmarès l'année passée est très bon. Il fait 4e sur les mondiaux, il fait un podium sur le Ronde, 4e de Roubaix.
Binan San Remo, il est 6e aussi derrière, les gros. C'est il est toujours bon derrière les gros, forcément, on en parle moins quand il y a tous les Van der Poel, Van Aert, Pogacar, tout ça, c'est normal. Mais c'est ouais, on n'oublie pas qui il est, quoi. C'est en plus, c'est un ancien champion du monde, hein. C'est tu sais, c'est limite, on oublie d'en parler, tellement il y a on parle beaucoup des autres, mais ancien champion du monde et je trouve même meilleur qu'à l'époque où il était champion du monde, tout ça. Donc ouais, non, Pedersen, très, très impressionnant et un coureur qu'on apprécie regarder. Il y en a qui me disent il est dedans, même. Ouais, pour moi, il lui manque quand même le gros monument ou l'énorme victoire qui le fera passer. Parce que souvent, Pedersen, on a l'image de lui, c'est le mec qui. Bah, c'est le mec derrière VDP, c'est le mec derrière ces mecs-là, quoi. Il fait toujours les places d'honneur derrière ces gars-là. Donc, si cette année, il arrive à. Moi, je suis d'accord avec vous, hein, mais pour moi, il lui manque le monument ou la grosse win pour l'inclure dedans, quoi. C'est sûr. On peut parler de Et Touzé, quatrième du général. Ouais, moi j'ai un peu de mal quand même de parler des mecs qui sont au général, entre guillemets, bah, genre Touzé qui fait quatrième du général, parce qu'il y a eu tellement d'abandon. Genre, t'as Armirail qui était deuxième, qui est parti et tout. Bah, Touzé, je l'ai pas trouvé si fou que ça sur cette semaine, surtout par rapport au résultat qu'il a fait la semaine dernière. Je trouve que c'est un peu dur de juger le général des mecs. Genre, tu regardes le général, de toute façon, t'as l'impression que c'est une c'est un Dauphiné le truc. Le dixième, il est à mais 3,45, alors que t'as eu 3 étapes quasiment plates. surtout qu'après l'étape de Manosque, il est 13e du général parce qu'il finit dans le groupe à 1 minute, il finit pas dans le premier groupe, donc Ouais, c'était c'est l'étape assez qui lui compliqué. correspondait le mieux en plus, donc C'est ça. Là, c'est les bordures qui ont fait que certains ont perdu du temps et comme tu as dit, les absences. Et par exemple, à l'opposé, bah, il y a Tyler Stites, le coureur de la National Cycling League aux États-Unis, qui lui va te faire 4e sur l'étape Rennes, mais qui après va se prendre une bordure et du coup est hors du top 10. Et pourtant, lui, sa course m'a plus impressionné que celle de Touzé, en fait. C'est assez paradoxal. ouais, j'ai vu certains parler de ce mec, j'avoue, moi je connais pas du tout, j'ai pas suivi ce qu'il a fait l'année dernière ou quoi. Bah, c'est un des meilleurs coureurs de la ligue américaine. Donc, tu sais, cette nouvelle ligue qu'ils essaient un peu de lancer entre Ouais, eux. C'est un des meilleurs. Il est assez complet, très bon en chrono, bon sprinter. Et ouais, c'était cool de le voir aussi venir en France et même à l'Europe, voir ce qu'il peut proposer. Moi, j'aime bien. Et il y en a beaucoup dans cette lignée-là. Dans cette lignée-là, on a vu Riley Sheehan gagner Paris-Tours l'année passée, à son arrivée chez Israël. Donc, tu vois qu'il y a un bon niveau quand même là-bas. Et c'est cool de temps en temps de les voir un peu faire leur spectacle en Europe, quoi. exactement, je vois que ça parle aussi de Sam Bennett, ce bon vieux Sam. C'est vrai qu'on a eu les débuts de Sam Bennett avec Decathlon AG2R, une deuxième place le dernier jour, il fait, au premier sprint, il fait quoi? Il fait cinquième, non? Non, Je pas du sais tout, pas non, te il a dire. arrêté de sprinter, on le voit arrêter de sprinter, il finit hyper loin, il finit 18ème. Bon, Ouais. c'est pas. Moi, de toute façon, j'ai du mal à voir Bennett arriver comme avant et je pense qu'il retrouvera jamais son niveau d'avant, entre guillemets. Et c'est pour ça que j'ai pas été si emballé que ça non plus par le. Je sais que quand il avait été annoncé chez Decathlon, c'était en mode waouh, le top sprinter chez les Decathlon et tout, mais j'ai un peu de mal. Et puis j'avoue que son dernier sprint. Alors certes, il y a le vent de face, mais il est emmené comme un héros à Pedersen, il fait son poisson pilote parfait. Et il se fait battre par Van Azebroek qui remonte à une vitesse grand V. Ah, je suis pas emballé par Pedersen, n'importe quoi, par Bennett chez Decathlon, moi. Ouais, non, c'est sûr. Mais en fait, je le vois un peu comme un Marc Sarro plus, tu vois. Marc Sarro est parti chez FDJ, eux, ils ont récupéré Bennett. C'est une amélioration, mais pour moi, ça reste dans la même lignée du sprinter qui il sera peut-être présent pour faire des podiums sur les gros sprints en France et tout, sur les courses World Tour, ben, à voir ce que ça donne. Déjà que Bennett, ça a toujours été un sprinter qui a du mal quand il n'est pas emmené, qui a toujours eu du mal à garder les roues, tout ça. Là, maintenant, s'il n'a pas un train qui l'emmène à la perfection, comme ça peut être le cas chez Quickstep pendant 2 années, ça va être compliqué pour lui. Ouais, donc on verra bien. On verra bien sur les grosses courses, hein. Là, c'est encore que le début de saison, mais pour le moment, pas forcément emballé. Je propose qu'on parle très vite fait, parce que de toute manière, très petite course et tout, c'était un peu la merde niveau diffusion aussi. Revenir très très vite fait, comme je l'ai dit, sur le Tour d'Antalya qui a été remporté par Picanzoli de la Polti-Cometa cette semaine. Tour d'Antalya, donc une petite course par étape en Turquie, 2.1. Il n'y a pas une start list de fou, mais ça permet aux petites équipes Conti Pro de faire des points et de se montrer un petit peu. Du coup, Piganzoli qui s'impose devant Pinarello de Bargiani et Zambanini de la Bahrain Victorious. Triplé italien. Pas content triplé.
effectivement. Ouais, course assez sympa. Je vais totalement avouer, hein, c'est la course que j'ai le moins regardée de la semaine. Ouais, pareil. Mais voilà, des Conti Pro se sont montrés. Du jeune World Tour s'est montré, par exemple Goveka qui a gagné son étape, Zambalini qui fait podium. Et c'est intéressant de voir que ben, des gars qui sortent du Tour de l'Avenir avec des bons résultats, type Piganzoli, bah, arrivent sur des courses un peu plus âgées et un peu plus relevées. Ils viennent faire des résultats, c'est intéressant. Et j'ai bien aimé aussi la victoire de Arthijs de Vries, forcément, la TT Unibet, ce projet un peu nouveau par de Bastien Thema. C'est toujours assez intéressant à suivre, surtout qu'ils ont toujours leur vlog et tout, leur insight. Et c'est toujours cool de les voir gagner, surtout qu'on sait qu'ils ont vraiment un projet de être sur le Tour de France d'ici les prochaines années. Donc c'est bien de voir que les coureurs qui sont là dès le début, ben, il y a aussi cette progression, la confiance qu'ils mettent dans ces coureurs et que c'est rendu avec des victoires. Ouais, moi j'aime bien pour le moment, c'est le début de saison, j'avoue, je pensais pas les voir aussi souvent, on va dire, jouer les podiums, les premiers rôles, c'est la Pulti Cometa. Je t'avoue que niveau mercato, ils ont perdu beaucoup de monde cet hiver. Et à la limite, on se disait, genre, ils ont eu la wildcard pour le Giro, mais bon, est-ce que c'est vraiment mérité par rapport à genre, j'ai un trou de mémoire, l'équipe qui a pas La été invitée, Coratec, par rapport à Koratek qui, sur papier, est peut-être un peu meilleur. Mais j'avoue que depuis le début de saison, là, ils me font un peu mentir. Ça fait plaisir. On les voit souvent sur les podiums. On les a vus en Espagne la semaine dernière aussi. Non, ils sont bien solides pour le moment, les Polti, là. mais en fait, c'est une équipe qui a, je pense, été beaucoup présentée avec Fortunato, donc le vainqueur sur le Zoncolan en 2021. Et c'est vrai que maintenant qu'il est parti chez Astana, on se disait: «Bah, l'équipe n'a plus rien du coup». Sauf que le projet de Contador et Basso est assez solide. Il y a beaucoup de jeunes, de très bons jeunes italiens et espagnols. Je sais que par exemple quand tu avais eu, Martinez, bah, sur ta chaîne, il disait que le jeune qui l'avait impressionné, c'était un gars comme, Tercero. Tercero, il est chez la Politique Putain, Cometa, tu te tu vois? souviens de ça, toi? Je me souviens même pas Ah qu'il m'a ouais? dit ça, oh. Ah non, moi je me rappelle, c'est j'aime bien regarder un peu les jeunes ce qu'ils font et tout et du coup, tu sais qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui doivent arriver à maturité et je pense que si un Fortunato a entre guillemets été laissé, libéré, c'est qu'ils savent que derrière ils ont de quoi remplacer et Piganzoli, c'est un gars qui a fait 2 années de suite top 5 du Tour de l'Avenir. On sait que c'est un bon grimpeur d'avenir et je pense que là, c'est l'année où on lui donne aussi des responsabilités, donc c'est très intéressant et puis tu as toujours ces gars, spécialistes dans les échappées comme les frères Baïs. Tu as Penalver qui est un bon sprinter qu'ils ont signé aussi. Tu sens que l'équipe se développe et bah, je pense que sur le Giro, ça va continuer à aller chercher les top 10 sur un peu toutes les étapes, donc c'est intéressant. Et oui, pour ceux qui demandent, la Polti, c'est bien l'équipe de Basso Contador. C'était Eolo, l'ancien nom. Eolo Cometa, maintenant, c'est Polti qui est devenu sponsor principal à la place d'Eolo. Mais oui, c'est bien eux. Bon, Et bah, tant qu'on parle d'eux aussi, oui, vas-y. tu un avis sur leur maillot? Vu que je sais qu'il fait beaucoup débat avec ce cuissard tout rouge, le maillot blanc avec les le petit bleu d'Eolo qui vient se mettre sur les bras. Allez, au suivant, hein. Ça non, t'aimes pas? Non, OK. je trouve que c'est l'un des pires du peloton. Mais vraiment, je le trouve immonde. Après, peut-être que c'est parce que aussi il y a tellement de changements et l'équipe a tellement perdu l'identité qu'elle avait, entre guillemets, avec leurs anciennes couleurs, l'ancien sponsor, mais vas-y, j'ai trop du mal. Non, c'est sûr. Ouais, ouais, passons à la suite, hein. La Mouscade classique! Mec, c'est le moment! Ouais, Putain, tu nous as fait chier mi-janvier avec ce mec! Il a gagné! Fine beh, Poisson Noir a gagné. Eh oui. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a des coups comme ça, je les sens bien. Tu vois, je t'avoue qu'on va perdre après les pronos, on va voir que je suis très loin, je suis à la ramasse. Ah Mais il y a ouais, des coureurs, je moi je sens l'avais que prono en Arabie Saoudite et il gagne 3 jours après. Je suis dégoûté, oh. mais ouais, non, il marche bien en début de saison et souvent les Océaniens marchent bien en début de saison parce qu'il y a le Down Under, tout ça et tu les courses, en Asie. Mais ouais, non, Fischer Black, tu sens que ça devient quelque chose, tu vois? Ça devient quelqu'un, il gagne, en solitaire. Dans la bosse, il est parti tout seul comme un grand. On l'a pas été le rechercher et là, on est encore, en plein tour de Man et on en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais il a Ouais. encore été gagné donc que veux-tu? Parce que pour recontextualiser, la Mouscade classique, c'est entre guillemets la classique d'ouverture la veille du Tour d'Oman. C'était vendredi. C'est la deuxième édition. C'était la première fois qu'il le faisait l'an dernier. Et ça, c'était vendredi matin.
Donc si vous êtes passé à côté, peut-être Muscat Classic Tour d'Oman qui a lieu actuellement, c'est diffusé le matin c'est sur YouTube, je crois aussi, c'est un peu comme la Colombie, c'est un peu la merde pour voir. Mais, mais du coup, d'ailleurs, comme tu as dit, on en parlera, mais notre ami le Magnette a gagné encore ce matin. Mais ouais, du coup, des courses sympas avec la dernière boss, Fisher Black. L'explosivité qu'il a, Oui. je le vois de plus en plus. Bon, c'est toi qui disais il va gagner la flèche wallonne. Non, C'est oui, sur je lui, parlais non? de non, c'est sur Stephen Williams, mais Ah lui oui, aussi, c'est sur lui aussi, il Williams, rentre, putain. lui aussi, il rentre dans cette catégorie. Tu sais, mon podium de rêve, c'est t'as Stephen Williams et t'as Finn Fisher Black, hein, forcément. Ah ouais, ça fait rêver les gens, ça, je pense. Mais ouais, non, le punch qu'il a, allez revoir, je sais que c'est ASO et c'est lié un peu au Tour de France, entre guillemets. La chaîne du Tour de France sur YouTube fait les résumés, fait les replays, fait les meilleurs moments des courses. Sur leur chaîne, vous pouvez aller voir le dernier kilomètre et le final de la course. La manière dont il sort dans la dernière difficulté, Fisher Black, tellement puissant. Et puis derrière, bon, t'as les sprinters qui sont piégés. Un Lamperti qui fait 2, Capio. Il y a Cocard qui fait 4. Cocard, d'ailleurs, très très beau début de saison, je trouve aussi. Ouais. Enfin, très beau dans le sens où il est Bah, régulier il est dans le top régulier de 5, fou, ouais. mais des fois, il perd contre des gars, tu te dis, il est meilleur qu'eux. Des fois, il fait mieux que certains gars, tu te dis, il est moins bon qu'eux. Donc, ouais, j'attends un peu ce step-up, tu vois, dans le sens où il peut gagner quelque chose, mais il a toujours pas gagné, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui va le battre, peu importe le nom, et il fera toujours 2. Donc, j'attends de voir. Et Après, Capio, t'en as oui, parlé, ouais, ouais. Cocard, désolé, je te coupe, mais ouais, il a pas la win, mais tu regardes, il fait deuxième à Valence. Sur la Loula Tour, il fait une quatrième et une deuxième place. Il fait top 10 au Gène, placé au classement par points. Mouscat, pareil. Oman, on en reparlera la semaine prochaine, mais il fait déjà 2 podiums. Faut aussi Non, c'est rappeler que sûr. Cofidis, ils sont en balotage vraiment très limite pour la descente en Conti Pro. Et un Cocard qui fait ce début de saison-là et qui ramène déjà beaucoup de points UCI, ça fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ouais, du coup, j'allais parler de Capio qui avait eu un début enfin, qui avait une saison compliquée l'année passée. Il avait été blessé, ben, tout le début de saison. Donc là, il revient bien avec ce podium, je pense que ça va lui faire plaisir aussi. Voilà, truc que je voulais ajouter. Donc voilà, pour la Mousquet classique, il n'y a pas grand chose de plus à dire, hein. Voilà, c'était vendredi matin, cette victoire. Adam Yates, bon, je pense qu'il s'en battait un peu les reins, entre guillemets, de la course. Il finit très loin. On verra ce que ça donne cette semaine. C'est juste que mercredi, je crois, Oman. Il reste demain et mercredi, je crois. Ouais, Et bien la il n'y a pas suite, encore les ouais, ouais, ouais. Bah, là, on les arrive en classiques de ce Espagne, week-end, ouais, je te laisse introduire tout ça. avec la classique de Murcie d'abord. C'était samedi. Ce week-end, il y a eu énormément de courses. Il y a eu Murcie, il y a eu Almeria, il y a eu la Figuera aussi. Cet après-midi, il y a eu la classique à Rennes. Mais Murcie, c'était samedi. Gros numéro de Ben O'Connor qui s'impose en étant sorti. Il sort avec Wellens assez loin de l'arrivée et il lâche Wellens littéralement dans la dernière difficulté. Hyper fort. Wellens n'a pas pu le suivre. Pourtant, Wellens, on sait que c'est un sacré gars, surtout en début de saison. Le mois de février, il l'aime bien, Wellens. Et O'Connor, bah, il commence très bien la saison. L'année dernière, il fait saison vide, saison blanche. Il gagne pas une seule course, il me semble. Donc, bah, ça va le mettre en confiance pour la suite de la saison. Et c'est bien pour Decathlon qui fait un très gros début de saison, je trouve, hein. On a vanné leur tactique à BSG et tout. Mais en vrai, je sais pas si c'est aussi grâce au Van Riesel et tout, mais je sais pas, il y a un très fort. Ouais, non, c'est sûr. Et bah, c'est vrai que c'est marrant que tu parles d'Evan Riesel parce que ça me fait penser un peu au running gag qu'il y avait avec la Total quand Sagan est arrivé avec les Oui, SP, avec les SP, ouais. où C'est le tout buff. le monde était en mode ouais, les SP c'est incroyable, ça nous rend trop fort et tout. Et là, ils vont nous faire réussir avec le Van Riesel. Mais Van Mais Riesel, il commence à c'est faire du nouveau. très bon matos, hein. Ouais, Parce c'est qu'il ça, leurs il y a vélos l'image haut de gamme Decathlon à sont très l'ancienne, nouveaux. mais Non, c'est sûr. Et honnêtement, enfin, tu vois, je sais que par exemple Cosnefroy, il était en mode l'année passée, moi je vais aller dans une équipe où la priorité c'est le vélo, tu vois. ah bah, Au final, il a réussi à à être la base, il prolongé. voulait signer chez une équipe qui est en SP, je crois, à la base des bases. Il y avait Trek sur lui, je pense qu'il voulait aller dans une équipe qui avait SP et au final, il a prolongé et tu vois que là, ça le rend très bien, il a ses résultats. Bon, je pense que ça va monter en pression forcément pendant la saison, mais tu sens que l'équipe, tout le monde tourne très bien, quoi. C'est incroyable le début de saison qu'ils font et Ben O'Connor, ouais, tu en as parlé, très beau numéro et
Quand même un des leaders de l'équipe, c'est important qu'il gagne pour sa Ouais. confiance et pour son moral et à voir maintenant ce qu'il va faire sur les autres courses de la saison. Sur le Tour, ces 2 dernières années, ça a été compliqué. Là, je pense qu'il va sur le Giro, si Oui, je il ne est dis pas de prévu en bêtises. leader sur le Giro, ouais. C'est intéressant, c'est la course qu'il a un peu fait révéler pour moi en 2020, post-Covid, où il était vraiment hyper bon en haute montagne. Donc à voir ce qu'il redonne là-bas. Je pense que le plateau est assez ouvert de toute façon pour aller chercher un top 5, un top 10. Connor, bon début de saison et ça présage du bon. Ouais, bah, O'Connor, je lui défilé un peu sa saison dernière, mais bon, en gros, bon, il avait fait un bon Dauphiné avec un podium au bout, mais c'est à peu près tout, quoi. Le Tour, il était passé complètement à côté. Donc, saison un peu compliquée, même la fin de saison avec le Lombardia complètement HS. Et Ouais, là, mais j'ai l'impression que ça devient un meilleur coureur dans le sens où il aime bien faire des coups à 50 kilomètres, partir rouler de loin. Même ses échappées sur le Tour de France étaient pas mauvaises alors qu'en haute montagne, ben il galérait. Donc c'est très intéressant, j'aime bien. Peut-être qu'aussi il est parti dans une idée de: «Je veux gagner des courses». Peut-être juste faire mes tops, comme il a fait en 2021. Son top sur le Tour de France, il dit: «Peut-être que ouais. j'ai plus envie de ça, maintenant j'ai envie de gagner des choses», donc à voir, mais ouais, ça devient une menace très dangereuse dès qu'il va en échapper, dès qu'il fait un coup, quoi. Bah, déjà, on va le voir là, à partir de lundi prochain, parce qu'il est prévu sur l'UAE Tour. Donc, l'UAE Tour avec ses 2 arrivées au sommet. Il y a le chrono aussi, on va voir comment il va s'en sortir, avec les Ouais. Van Rissel. Donc, non, c'est bien pour lui. C'est bien pour lui, c'est bien pour Decathlon AG2R. Sinon, pour les autres, bon, on a eu une belle course, un beau final de Tratnik. Pour Visma, il y avait Kuss sur la course et compagnie, mais Tratnik qui a su sortir un petit peu du lot et aller chercher une belle deuxième place. Sinon, bon, on a qui? On a Madouas, Sigita, bon, ça c'est du classique. Hein. Madouas nous a fait un peu du Madouas, dans le sens où bah, il est souvent à contre-temps, il est hyper fort à chaque fois sur le final, mais quand le coup part, il est souvent à contre-temps et dans le peloton derrière, et c'est ce qui lui prive un peu des victoires à chaque fois. Hein. Ouais, parce que son sprint était vraiment costaud en plus, donc c'est un peu dommage et ouais, il y a des beaux résultats. Il y a Mark Donovan, j'aime bien le voir à ce niveau-là, c'est intéressant avec Brambilla du coup pour la Q36. Il y a Mick van Dijk, un bon puncher, de la Jumbo-Visma, non, la Visma Leasebike maintenant, mais c'est un bon coureur aussi. C'est cool aussi de le voir avec un peu de responsabilité, il vient chercher un top 10 et tu sens que la Jumbo, enfin que la Visma du coup, va falloir qu'on s'y habitue, mais même leurs jeunes, même leurs nouveaux coureurs qui viennent d'un développement, ils te ramènent des résultats contre des gros coureurs et c'est très effrayant, quoi. Un petit mot sur Vandrame, mec. Ouais, bah, écoute, c'était pas le leader désigné, hein. Écoute, son équipier gagne, hein, on gagne par procuration, je trouve que c'est très bien. Ah, t'essayes de atteindre un demi-point là. Non, mais ouais, dommage pour Van Tramé, mais la stratégie était ailleurs du côté de Decathlon et ça paye pour l'équipe, donc c'est bien et on le verra à d'autres occasions quand il faudra sprinter dans des courses de ce calibre-là. Exactement. La porte a pas repris, non, si je dis pas de conneries. Je crois qu'on l'a pas vu encore. Hein. N'importe, ça me dit rien. Non, non. Non, on a vu, les sprinters, avec Koy et Van Aert, mais on n'a pas vu la porte encore. Par contre, un autre, putain, la transition est toute trouvée, mais merci le chat. Un autre qui a repris, et bien comme il faut, puisqu'il nous a refait un petit show, c'est ce bon vieux Remco Evenepoel qui s'impose en attaquant à 55 bandes de l'arrivée, 55 km tout seul pour se dégourdir les jambes. Il gagne avec 2 minutes d'avance sur le deuxième, sur le peloton derrière. Donc, il nous a fait du Remco, quoi. Premier jour de course, il est là. Ouais, c'est ça me fait penser à un certain Pogacar l'année passée, hein. Il revient, il fait sa course, il va tout seul dans son coin et puis, il gagne la CPE qui suit, enfin, on verra jusqu'où, va sa série de victoires, mais ouais, solide, belle rentrée Ce bon vieux pour un mec de et 24 ans, oula. Oui, bon, après, ça fait 15 ans, on le voit aussi. c'est clair, hein. C'est un des derniers coureurs qui est venu directement depuis les juniors dans le peloton professionnel, hein, faut pas oublier ça et à ce Ouais, niveau-là surtout. j'ai vu, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, l'avis du chat aussi. J'ai vu quelques avis des gens sur les réseaux et tout qui disaient que bah, Remco, c'est beau, il est ultra fort, il fait des numéros de zinzin, mais est-ce qu'il a vraiment la bonne manière de courir pour quelqu'un qui vise des énormes victoires dès juillet, quoi? Est-ce que vraiment faire un numéro de 60 km en solitaire dès le 10 février
sur une course où il y a une concurrence de fou et tout, à la Figueira Classique. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose, entre guillemets? Est-ce qu'il faudrait pas qu'il court un peu plus à l'économie, un peu plus intelligemment par moment? Heu, bah, l'année passée, tu me poses la question, j'aurais tendance à te dire oui, mais quand je vois la saison que, par exemple, l'année passée a sorti Pogačar, je me dis qu'au final, bon, bah, ça a l'air d'être la routine pour ces coureurs, d'un niveau, indéfinissable et d'un niveau même, je dirais, illimité, en fait. Ouais, mais tu vois, C'est quand on compare avec, par exemple, bah, les Visma, qui ont tout raflé la saison dernière, eux, ils sont bien plus dans la gestion. Genre, Vingu, il est bien plus dans la gestion, c'est travaillé, la tactique est prédéfinie. Il n'y a pas de coup où, allez, je vais me faire un petit 70 bornes là, bam bam. non, c'est sûr, mais ouais, la Visma, je sais qu'ils sont dans une optique de pour beaucoup gagner, il faut peu courir et bah, que Pogačar a l'air cette année d'être un peu dans le même délire il a que 10 jours de course avant le Giro, on en a parlé. Ouais, je sais pas trop pour Remco. Je saurais même pas te dire, où je le situe sur un classement général sur le Tour de France, par exemple. Je pour le moment, de ce qu'il a montré, je pense pas qu'il fasse, le podium et à voir s'il y a eu un step up, que ce soit mental, que ce soit physique, mais je pense que, dans toute façon, c'est le meilleur moyen pour lui de gagner, hein, de faire des coups comme ça et ça changera jamais donc ouais, je suis assez mitigé, j'ai pas d'avis là-dessus, je t'avoue. Ah, mais moi, mon avis, les gars sur le chat, c'est pas ça. Moi, je suis clairement, je fais partie des mecs. C'est grâce à ces mecs-là et à des numéros comme ça que ça te fait rêver, quoi, entre guillemets. Genre, ça court peut-être pas le plus intelligemment possible. On va dire, c'est pas à l'économie près. Les mecs calculent pas mètre après mètre ce qu'ils font. Mais c'est des coups, c'est tellement beau à voir, c'est tellement kiffant. Moi, Ouais. ces mecs-là, il faut qu'ils continuent à. Peut-être qu'ils vont passer à côté de certaines courses par moment parce qu'ils en auront trop fait, ils auront vraiment trop abusé du bail. Mais il faut qu'ils continuent à courir comme ça fait trop kiffer. Et puis même, quand tu vois derrière lui qui tente tous les coups pour, sortir, tu Del Toro qui a tenté de le suivre. Il s'est fait reprendre et tant pis, bon ça a pas marché. Mais même avoir un Del Toro qui tente de le suivre et faire son coup en mode: «Moi aussi je vais être comme lui, moi aussi je vais être comme Remco» et ça marche pas maintenant, mais dans 2 ans, il refait le même coup, ça marche parce que c'est Del Toro et que c'est un gros crack, Ouais. bah, tout le monde serait émerveillé. Et quand tu vois qu'un Morgado derrière, il attaque 43 fois parce qu'il sait qu'il a envie de se dégager des 20 gars qui l'attendent et qui sucent la roue, mais ça aussi, c'est incroyable, ça fait rêver, en fait et c'est un style de conduite, bah, oui, qui est peut-être pas très malin, hein, comme, Lefebvre, par exemple, disait pour Alaphilippe, peut-être pas très intelligent et tout, mais quand ça marche, c'est tellement beau qu'il y a rien à dire, en fait. Ah, t'en as vite fait parler, mais l'autre truc peut-être qui est marquant de la course, c'est peut-être la tactique des UAE. Il y a peut-être quelque chose à redire. Tu as dit, on a vu Del Toro essayer de suivre Remco et de faire le même. Il est resté souvent en chasse-patate et un peu en avant sur le peloton. Bon, au final, c'est pas passé. Euh, on a l'impression que sur le final, ça courait clairement pour Hirschi, mais que Morgado était clairement plus fort que lui. Je pense que ça a choisi déjà le mauvais leader. Ça a misé sur le mauvais cheval, comme on dit chez UAE et il y avait peut-être moyen, tu vois, en alliant les forces de Morgado et Petit Taureau au même moment, je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire bien mieux que juste tout mettre sur Hirschi, quoi. Parce que tu le sentais, Hirschi par Ouais, moment, il était. Quand Morgado accélère dans la dernière bosse là, il galère à suivre la roue, il doit ralentir. ouais, c'est sûr, mais après Morgado, il est dans cette mentalité-là aussi, hein. Ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans que je regarde un peu des courses où il aide. Enfin, j'ai commencé ça avec les championnats du monde, junior. En fait, le mec, dès qu'il y a quelqu'un dans sa roue et qu'il y a une petite bosse, il se dit: «Vas-y, j'en ai marre, j'ai pas envie de te voir dans ma roue, j'attaque», tu vois? Peu importe qui c'est et il s'arrête jamais. Il y a un moment, tu te dis: «Beh, allez», pour parler un peu en mode pro cycling manager, à un moment, tu plus de barre rouge, tu peux plus attaquer. Morgado, ça marche pas comme ça, en fait. Morgado, c'est son attaque, elle continue même il a plus rien donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il sera sur une course, tu vas dire: «Mais il est meilleur que son équipier ou même que son leader et c'est peut-être pas le bon coup», mais je pense qu'au final, il a juste tout donné et que derrière, tu avais un groupe beaucoup trop stack avec 20 coureurs et Hirschi, il était prévu peut-être pour le sprint et pas pour attaquer dans la bosse. Ce qui est un peu dommage parce que je pense que Hirschi dans une bosse comme ça, il aurait été très intéressant et l'année passée, c'est aussi comme ça qu'il a gagné en allant dans des coups, à peut-être 10 kilomètres de l'arrivée. Exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la Figuera classique. On peut passer à la suite parce qu'il reste encore quelques courses. L'autre classique espagnol du week-end, la classique d'Almeria, prévue pour les sprinters. Ça a pas foiré. Les sprinters ont eu leur sprint massif. Et la victoire d'Olaf Koy, emmenée par Van Aert, qui s'est fait une petite frayeur quand même. Petite frayeur.
Là, à un moment, bon, il célèbre, l'image est assez marrante. T'as Moschetti qui a 2 doigts de le passer, il regarde Moschetti au moment de lever les bras, il se tient la tête en mode j'ai fait une connerie. Bon, au final, ça passe quand même d'un rien. Et il s'impose devant Moschetti, Trentin, Deli qui fait 4ème, et Tyson qui complète le top 5. Ouais, c'est marrant parce qu'en plus, on a eu la transition entre Provence où t'as Van Asbrook qui lève les bras sûr de lui, mais nous, on n'était pas sûr qu'il avait vraiment gagné. Et de l'autre côté, t'as Olaf Koy qui lève les bras, il se dit: «Ah non, j'ai pas gagné». Finalement, il a quand même gagné. Ouais, la transition était incroyable. Et ouais, Van Aert a très bien emmené son sprint, je trouve, pour Olaf Koy. Ils se sont bien débrouillés. Bon, malheureusement, on le voit sur l'image aussi que tu montres, il y a des vélos au sol derrière. C'est aussi en partie Ouais. la faute de Van Aert. Donc ouais, c'est toujours très compliqué cette histoire de poisson pilote. Je sais pas ton avis là-dessus. Moi, je t'avoue que Bah, je trouve qu'entre Van Aert qui s'arrête en plein milieu comme ça et aussi Démare qui peut-être se déporte un peu trop tard, l'impression qu'il ne regardait pas vraiment devant lui. Ça provoque du coup la chute du Polti Cometa. C'était pénal vert, je pense. Et ouais, ça provoque deux trois autres chutes derrière. Tu vois des soleils en fait. Tout simplement, c'est hyper dangereux quoi. ouais, si vous avez pas vu la course, si vous avez pas suivi le dernier kilomètre, en gros, il y a eu une énorme chute, genre 15 mètres devant la ligne, à peine, où on a un Poltio comme état, tu dis que c'est pénal vert, du coup, qui finit au sol, il se prend un vélo derrière aussi quand il est au sol et tout, grosse chute. Et ouais, après, la raison de la chute, bon, on voit qu'il y a déjà la barrière, je sais pas si c'est l'orga qui l'a mal mise, ou si ça me semble plus probable que ça soit juste les mecs derrière la barrière qui l'ont poussé. Parce que ça arrive tellement souvent, tu vas sur une course, t'as les mecs sont prêts à tout juste pour avoir la meilleure vue, ils poussent les barrières au maximum, un peu des débiles pour le coup. Parce qu'au final, bon, oui, Van Aert, c'est ce qui provoque la chute, entre guillemets, le fait qu'il se relève comme ça, mais si la barrière est normale, je pense qu'il n'y a pas de chute. Ouais, c'est sûr. Et ouais, bah, je vois dans le chat, hein, la case Adrien Petit, c'est clair que y a tout le monde qui passe un peu la ligne. Ouais. Et puis tu as Adrien Petit qui arrive derrière et qui vérifie avant de passer la ligne si le coureur va bien, tout ça, il le met bien, il le pose, enfin, c'est vraiment des gestes, aussi de solidarité comme ça qu'on aime bien voir dans le cyclisme donc voilà. Merci Adrien Petit pour ce petit moment, coup de cœur. Après, moi, je suis pas un expert du sprint, je suis pas pro, j'en sais rien, mais l'avis que j'ai pour les poissons pilotes, c'est que j'ai vraiment du mal avec les poissons pilotes qui s'arrêtent net. C'est hyper difficile, c'est hyper dangereux dans tous les cas un sprint, mais pour moi, quand t'as fini ton taf, faut pas que tu t'arrêtes net non plus, faut que tu continues un minimum à une allure certaine, quoi, parce que derrière, on voit que je pense que si Van Aert ne s'arrête pas aussi nettement comme ça, bah, avec l'effet de vitesse et tout, Démarre, il peut peut-être plus, il a plus le temps de passer à gauche plutôt qu'à droite. Tu vois, c'est. Ouais, mais en plus, tu vois, le final est en léger virage, à droite, donc forcément tout le train, enfin, va à droite pour, avoir le moins de distance possible, enfin, pour être le plus rapide possible forcément. Et ce qui fait que quand tu as Koy qui passe Van Aert, il va aussi tenter de le passer par la droite, tu vois? Hmm. Et après du coup, ce qui se passe, c'est que tout le monde veut passer par la droite pour garder l'aspiration, parce que si tu passes à gauche, tu perds du temps, tu sais que tu perds ton sprint. Et ce qui se passe, c'est que Van Aert, il s'arrête un peu au milieu, sans vraiment non plus se déporter à gauche, donc c'est compliqué de savoir vraiment aussi de quel côté se déporter. Si c'est à gauche pour aller taper dans un autre train qui est en train de se faire à gauche, ou bien alors de se mettre au milieu et là, comme ça s'est passé, donc dans tous les cas, il y aura des soucis, je pense, par rapport à ça. Et c'est aussi ça, qui fait que le métier sprinter est très compliqué et très risqué parce que il faut avoir des réflexes de fou malade. Tu roules à du 60 à l'heure. Oh, bah, dans tous les cas, faut être un fou furieux pour être sprinter, hein. Faut débrancher Ouais, le cerveau mais c'est ça, hein, et penser à clairement. rien. Et c'est pour ça que même un coureur comme Van Aert souvent a évité de faire des sprints, hein, parce qu'il pouvait pas se permettre de prendre des risques à certaines vitesses, à certains sprints quand, à côté il avait des courses à jouer type, les Flandriennes ou même les championnats du monde quand ça arrivait pendant le Tour de France. Et j'ai envie de te poser la question, que j'ai vu passer. Est-ce que, pour toi, un Van Aert qui fait le poisson pilote de Koy, c'est une bonne chose alors que justement il se met en danger pour, la suite de sa saison? Moi, je suis pas fan de Van Aert poisson pilote, hein. Alors oui, il est tellement fort que bah, c'est ce qui permet aussi à Koy d'être bien placé dans le dernier kilomètre, mais je- il y a tellement, enfin, je sais pas, je trouve pas que ça soit le poisson pilote, genre. J'ai vraiment du mal à le voir dans ce rôle-là, hein. Que ça soit par sa manière de se relever ou quoi que ce soit. Genre, tu compares avec VDP, qui fait souvent le poisson pilote pour Philipsen,
mais VDP lui met une ligne droite, je pense, mais incroyable. Et quand tu compares avec Ouais, les autres poissons pilotes un peu plus classiques, les Van Poppel, les Morkov et tout, il y a encore un gap de fou. ouais, c'est sûr. Et puis aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a pas non plus fait à fond le travail de poisson pilote. Enfin, il l'a bien emmené. Je trouve qu'il a très bien emmené Koi, hein. Mais j'ai l'impression qu'il pouvait aussi très bien mieux l'emmener, genre le déposer à 100 mètres ou quoi, et Koi il avait juste à lever ses fesses de la selle, à tourner deux trois fois, il gagnait. Sauf que ouais, j'ai l'impression que c'était un peu limité. C'est aussi la reprise, donc à voir, hein, forcément. Ouais. Mais ouais, dans tous les cas, moi je reste à vie que Van Aert, pour moi c'est dangereux de le mettre sur des sprints, enfin, même que ce soit en tant que poisson pilote. Et que si par exemple de la Jumbo, enfin la Visma du coup, mais c'était encore la Jumbo quand ils l'ont prolongé, a prolongé Koi, fallait lui signer un sprinter avec lui pour le mettre et l'envoyer à chaque fois, quoi. Exactement. Exactement, exactement. On passe à la classique du jour. Ouais, La Classica Rennes, alors qui a été un petit peu mouvementée, on va dire, puisque je sais pas si t'as vu les images d'avant la course avec toute la boue. Enfin bref, c'est le déluge en Espagne niveau météo. Un peu comme ça l'a été en Provence. Bah, je crois qu'on passe de 60 km de chemin à genre 15, même pas. Donc le parcours a été bien modifié pour pouvoir avoir des chemins praticables un minimum. Et du coup, on a eu la victoire de Lascano, qui faisait partie de l'échappée matinale quand même. Donc très fort, tout comme Prodom et Arieta. Bon, Arieta a explosé, Prodom lui garde son top 5, mais très belle victoire du champion d'Espagne de la Movistar. On a une grosse course des Décathlon AG2R aussi, avec Tronchon qui va faire une belle deuxième place devant Tratnik. ouais, ben, c'est les équipes dont on parle depuis un peu le début de cette vidéo qui sont encore là, hein. Ouais. La Visma, UAE, Decathlon qui fait un bon début de saison avec O'Connor. Là, c'est Tronchon qui vient régler le groupe des meilleurs, avec Nicolas Prodhomme qui était dans l'échappée, qui est le deuxième à avoir tenu, donc c'est bien. Et puis oui, après il y a ce groupe avec des beaux petits noms, hein, de type, Kwiatkowski, Carlos Canal pour la Movistar, Cédric Bellens aussi. Il y a des surprises, mais c'est toujours comme ça avec la Classic Arel, c'est une course où il y a tout le monde et n'importe qui peut venir performer, pardon. Et ouais, c'est un peu dommage pour le parcours qui a été, raboté de plusieurs kilomètres et aussi de beaucoup de secteurs de terre. Mais ouais, au final, il a quand même une belle course et Lascano, je pense que le peloton professionnel devrait commencer à comprendre que si lui veut aller en échapper, il faut pas le laisser aller loin parce que Ah mais ça c'est lui pas a, la ça première. lui a laissé tellement d'avance, genre à un moment donné j'ai vu 4 rondes d'avance alors qu'ils étaient pas si loin de l'arrivée. Bon, Ouais, ils ont mais joué avec le feu, ils ont perdu, hein. c'était des beaux noms en plus devant Arieta, on en a parlé dans les premières vidéos, il était bon, sur les à Majorque. Lascano, c'est un spécialiste de l'effort solitaire et je comprends pas comment tu peux laisser une échappée avec ces coureurs-là avoir autant d'avance sur, une course où tu sais que le nombre de difficultés a été réduit, mais drastiquement, quoi. Que ouais, c'est un peu dommage et tant mieux aux vainqueurs, hein. Ça, c'est sûr, il y a rien à dire, mais dommage que derrière ça joue battu, quoi. Exactement, à noter, bon c'était le gros favori de la course, c'est Van Aert qui a eu des soucis mécaniques, beaucoup de soucis. Et j'ai envie de dire, alors je sais pas, mais j'ai l'impression que chez Visma, ça se répète beaucoup ce genre de problème. Je sais pas si c'est le matos, si c'est les mécanos ou quoi qui font de la merde, mais après c'est peut-être mon cerveau, je sais pas pourquoi, je vois à chaque fois les Visma avoir des problèmes comme a eu Van Aert cet après-midi. Genre, Là, c'est vrai c'est que loin d'être la première fois, hein. On se souvient forcément de Roubaix l'année dernière, mais ouais. bon, c'était peut-être bien plus de la malchance. Mais est-ce que c'est vraiment de la malchance? Parce que ça arrive très souvent. Ouais, je sais pas. Après, je pense que là, c'est un peu à l'aléatoire aussi avec, un tel parcours. Parce que forcément, tu passes par des secteurs où c'est même pas goudronné, il y a de la terre, des cailloux, enfin, un peu comme, il pourrait y avoir sur l'Estradé. Mais c'est vrai que ouais, ça leur arrive assez souvent. Est-ce qu'ils roulent de manière, trop agressive sur leur vélo? Est-ce qu'ils doivent réapprendre à rouler à vélo? Franchement, je sais pas. Mais c'est vrai que Laporte aussi avait les mêmes problèmes l'année passée et bon, ben, au Dans moins le Van chat, Aert on dit qui que perd c'était un pas. clou cet après-midi. C'est bon, j'ai Ouais, un en petit plus là, clou c'était un sur le clou pneu. Boum. et encore plus débile, les clous sur la route, enfin sur une course comme ça, tu te dis: «Mais pourquoi?» Mais bon après, j'ai envie de te dire, la Visma, c'est un peu, le coup du, «Ma voiture est rayée, j'en achète une deuxième». Tu as qui va faire podium, ils en ont rien à faire que Van Aert soit pas là sur une course, j'ai Mais l'impression. Tradnik est fort, hein, là. Il a fait un gros week-end, hein. Ouais et Tratnik sera aussi très important pour les Flandriennes. Je pense il sera dedans, il sera dans l'équipe
Mais tu te dis: «Ouais, non, il y avait Kuss aussi qui était là et qui roule pour Tratic à la fin», donc ouais, en finale, ça arrive à la Visma, tant mieux dans le sens où il y a beaucoup d'autres leaders qui sont là et qui vont quand même performer, quoi. Donc voilà pour la classique arène. Et on va passer sur la dernière petite course très rapide. C'est juste le petit point CN de d'habitude. Vous savez, en début de saison, il y a beaucoup de CN. Cette semaine, c'était les championnats de Nouvelle-Zélande qui avaient lieu en pleine nuit pour nous. Et c'est Aaron Gate de la Burgos qui s'impose devant Corbin Strong et Lawrence Pitty pour la course en ligne. Et pour le chrono, c'était un peu plus tôt dans la semaine. C'était jeudi, si je dis pas de conneries. On a eu une victoire de Logan Curry de la Lotto Destiny devant Aaron Gate et encore Lawrence Pitty. Donc, bon, pour faire très vite fait, parce qu'on va pas passer 20 ans sur la course non plus, on a en gros Robin Thompson qui a fait une très très grosse course. Il était souvent à l'avant, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai suivi. Et malheureusement, il se fait reprendre vraiment dans le dernier tour. Et après, ça se joue au sprint entre les 5 meilleurs. Ouais, et puis c'est cool de voir qu'il y a quand même des Néo-Zélandais dans beaucoup d'équipes, World Tour, Conti Pro maintenant. Parce que tu regardes genre 3-4 années, ben tu George Bennett et c'est peut-être tout. Peut-être du, Jack Bauer, des Patrick Bevin. Là maintenant, tu vois que chaque équipe qui est présent sur les scènes a au moins 2 coureurs et de bons niveaux. Donc c'est cool quoi et la Burgos au final, ben s'impose. Eux aussi je pense qu'ils étaient avec 2 coureurs, il y avait Gates, il y avait Jackson aussi. Donc ouais, c'est cool. C'est un maillot en plus qu'on verra et on aime bien souvent le maillot, noir et blanc avec, la petite feuille là, néo-zélandaise. Je vais pas essayer La de dire petite le nom. feuille. Ouais, la petite feuille là, voilà. La petite feuille. Et Si dans le chat vous avez le nom exact, on prend. mais ouais, c'est un maillot qu'on verra et turbo donc c'est cool Et puis et ici de bravo à la Burgos Burgos. aussi. C'est vrai que les Ça CN, c'est à noter, bah, ça donne énormément de points UCI, peu importe le pays où a lieu le CN. Bon, il y a certains pays où c'est vraiment un peu plus bas, mais vraiment de pas grand chose. Donc ça aide aussi Burgos, là, 100 points, il crache pas dessus, hein. non, c'est clair. La fougère, on dit. Oh, la petite feuille, j'aimais Voilà, bien la petite feuille aussi. C'était mignon. donc voilà. Et enfin, bon, c'est à cheval entre la semaine dernière et cette semaine, c'est le Tour d'Oman. Comme je vous l'ai dit actuellement, ce matin, c'était l'étape 3. Victoire de notre ami Paul Magnette, Lampertier, l'actuel leader avec Fisher Black, mais on en reviendra lundi prochain, vu qu'il y a encore les étapes de demain et d'après-demain, qui sont importantes pour le général en plus. Donc si jamais vous voulez suivre ça, c'est les arrivées vers midi, fin de matinée, demain et mercredi. Donc voilà, je te propose qu'on passe à des petits débats, parce que là, il y a du petit truc à dire. Il s'est passé des petites choses assez sympas. Il y a des managers qui ont fumé de la bonne, comme on dit, je pense, aussi. Et si vous êtes Ouais, passé à côté de l'info, c'est Eusebio Unzue, le manager de la Movistar, qui, bah, je sais pas, il en a peut-être marre des top teams qui ruinent Movistar sur les grands tours. Ça a beaucoup fait parler, les autres DS, les autres managers ont beaucoup réagi aussi. Il nous dit que pourquoi pas, est-ce que c'est une bonne idée et pourquoi pas aller dans ce sens? Il faudrait autoriser les remplacements sur les grands tours. Dans le sens où, étape 8, t'as l'un de tes coureurs qui abandonne, boum, remplacement, t'as un mec qui arrive. bah écoute, ça fait quelques années qu'au foot, tu vois, tu le Real Madrid qui te sort le débat de: «Oui, les matchs de foot devraient être plus courts et tout». Que ce soit la Movistar qui te lance une règle comme ça au vélo, mais ça m'étonne même plus en fait. Vraiment les Espagnols, ils sont dans un monde à part et ça me termine. Après, je pense que le fond n'est pas non plus trop, très bête, dans le sens où, tu sais souvent que, par exemple, sur les grands tours, étape 1 et 2, c'est là où il y a le plus de casse et que du coup, forcément, bah, après 2 étapes, tu un peu ruiné. Ah, mais j'ai vu quelqu'un qui dit c'est pas étonnant que la Movistar dise ça parce que sur les 5 dernières années, ils perdent leur leader étape 1 du tour. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça, en fait, Ils, tu ils vois? en peuvent plus, ils sont à bout. C'est ça et en plus, ouais, pour l'histoire de la Movistar, c'est ils ont gagné sur le Giro, ils ont gagné la Vuelta, mais le Tour, ils arrivent pas à le À gagner Mas l'an dernier. depuis le début et ouais, bon, ça fait un peu bizarre comme ça maintenant. Peut-être que dans quelques années, on se penchera plus sur la question, mais je pense pas trop non plus. Je suis pas spécialement pour. J'aime bien aussi, ce coup bah, ces coups de théâtre, en fait, tout simplement. Des fois, il se passe des trucs et voilà, c'est tout. Tant pis. Alors, Mais c'est vrai que alors niveau, il, a, il, il sponsor, a- ça il fait a du mal. rajouté pour lui, c'est l'une des propositions qui rendrait le sport moins inhumain. Ouais, je sais pas, hein, moi, je trouve qu'au contraire, l'histoire, par exemple, d'une équipe qui a son leader qui abandonne l'étape 1 et qui, du coup, va aller te chercher des étapes de fou en échappée ou bien alors avec un autre leader qui se découvre, c'est bien aussi et
c'est ce qui fait aussi un peu l'histoire de chaque coureur. Enfin, Vingegaard, on l'a connu comment? Parce que Roglic, se casse la gueule sur le Tour et qu'au final, bah, il doit prendre la place de leader. Ouais, mais façon, au-delà de tous les débats, dans tous les cas, niveau équité, c'est une connerie sans nom. Tu Ouais, fais venir un mec et t'as. Genre, imaginons. En plus, ça va mettre. Déjà qu'il y a le système où tu peux faire abandonner tes gars pour aller dans une autre course et tout. Ça se passe souvent sur le Giro. Bon, ça, c'est déjà. C'est un autre débat, ça. Mais c'est c'est déjà déjà compliqué. ridicule. Imaginons, on a un scénario où, sur un grand tour, t'as souvent en première semaine des étapes bien plus. Pour sprinter, par exemple. Boum, tu mets un sprinter avec son train et t'appuies, tu dis, bah, flemme. Allez, le sprinter et le train à la maison, on fait rentrer 4 grimpeurs. Ah, c'est vrai. Bah, ça aurait avantagé la la Lotto Soudal à l'époque, là, et la FDJ, hein, avec leur, sprinter hors délai au bout d'une semaine. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas fou et tant pis, en fait, à un moment au moment où tu alignes, des coureurs sur une course, tant pis, tu les fais rouler et c'est tout. Maintenant, c'est peut-être aussi niveau sponsor où c'est un peu plus compliqué parce que forcément, il y a l'investissement qu'ils mettent et puis après tu as les incidents de course qui arrivent. Mais en fait, j'ai l'impression que dans le vélo, ça va un peu dans le sens inverse. C'est-à-dire que toutes les équipes prennent de plus en plus de risques sur la route, que ce soit de rouler avec ton leader en tête d'un peloton quand tu vas avoir un sprint massif juste parce que tu as la règle des 3 kilomètres, tu veux être safe. Ça rend tout le monde hyper nerveux pour rien, alors qu'à l'époque, tu avais juste les trains de sprinters à l'avant et tu avais les leaders qui perdaient du temps s'il y avait une chute, mais tant pis, au moins ils étaient en sécurité. Et il y a tout plein de trucs qui rend le sport de plus en plus nerveux, de plus en plus dangereux. Et au lieu de réfléchir dans ce sens-là, les directeurs sportifs, les instances sont en mode: On va rajouter des règles encore plus compliquées, mais histoire qu'on continue à être de plus en plus intense, de plus en plus dangereux. Enfin, il y a d'autres endroits où il faut commencer à chercher des solutions. Et ouais, je suis pas pour le moment d'avis de, de l'avis de ces remplacements en grand tour. Bah, d'ailleurs, les autres managers ont réagi, hein, et ça a beaucoup fait parler. Il y a Maggio qui a réagi, comme souvent, en disant qu'Unzu avait complètement craqué et que ça allait juste encore créer un gap de fou entre les top teams et le reste. Est-ce qu'il a tort? Je pense pas non plus. Bon, Lefebvre, il nous a fait du Lefebvre et il nous a dit ouais, Unzué, un peu n'importe quoi. Et je crois il a lâché un truc du style j'ai très hâte que la VAR arrive dans le cyclisme, juste pour se foutre de sa gueule. Ah, c'est incroyable, hein. Mais ouais, non, je pense peut-être que l'idée à retravailler sous un autre format, quoi que ce soit, mais ouais, non. On va rejeter cette première idée, je pense. Et vous, le chat? Oui, non? Bon, je pense que 100% de non, mais Ouais, ça a l'air d'être, plus ça se moque plus d'une Zue que ça le soutient là dans le chat, hein. j'ai l'impression aussi, hein. Mais donc voilà, c'est quand même intéressant d'en parler parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui sont faits pour essayer d'améliorer un peu le sport et Ouais, voilà, le que des rendre noms, plus, hein. divertissant, mais ouais, c'était pas la meilleure idée. Encore, tu vois, pour, comme je disais, hein, l'idée du foot avec, Florentino Pérez qui parle de raccourcir les matchs, tout ça, parce que ça intéresse plus les jeunes, maintenant ils sont devant leur PlayStation à jouer aux jeux plutôt que regarder les matchs. Encore, tu vois, il y a un fond vrai, tu vois? Il y a un fond intéressant. Mais là, je t'avoue que je vois je vois même pas comment l'idée a pu venir à l'esprit d'une ZUE, quoi. Bon, juste, il a le seum que son leader se pète étape 1 du tour un an sur deux, quoi. Je pense qu'il n'y a pas besoin de Ah, chercher plus loin, hein. Je pense ah que non, c'est ça vient de là, hein. Le mec en a marre, hein, il est à bout, hein. Renard dans sa tête, il se dit: «Punaise, il y a Mas qui abandonne l'étape 1, je le remplace par Quintana, c'est parti, on y va», quoi. Ah putain. Non, je sais pas, puis même au niveau des temps, tu vois, tu fais comment au niveau des temps? C'est en mode le mec il commence avec combien de temps de retard? Une petite heure? On fait quoi? Enfin, Ah, moi, je propose que si le nouveau coureur qui arrive, il est français, il parte avec 10 minutes d'avance sur le premier. ouais, Et pour les autres, on les met derniers. Ils rentrent derniers. d'accord. Même avec 10 minutes d'avance, je sais pas si un Français gagne le Tour, hein. Euh... Allez, débat suivant, actu suivante. Avec ce bon vieux Kamna. Je vous ai mis un petit, pour illustrer un petit tweet de ce bon vieux Renaud Bréban. N'hésitez pas à les suivre sur Twitter, sur X, pardon. Qui est très bon compte d'actu aussi pour ne rien louper sur les réseaux. Il nous partage, bon je vous mets ce tweet parce que bah, le lien c'est du charabia, il ressemble à rien le site. Mais en gros, Lennart Kamna a annoncé et a confirmé que il visera le classement général sur le Giro. Voilà, t'en penses quoi, Colby?
C'est bien, parce que vu la super team Bora pour le Tour de France, fallait bien mettre un leader sur le Giro et ouais, Kamla, c'est une, bonne option. Il a l'année passée, progressé sur l'aspect, leader. Ils ont fait vraiment tout plein de vidéos un peu documentaires pour expliquer que Kamla maintenant devait aussi apprendre à ne pas gagner par l'échappée, mais apprendre à être, un leader et être plus intelligent, plus dans l'attente et au final, il a été récupéré un top 10 sur le Giro. Il a fait un bon Tirreno. Donc je me dis que c'est pas mal, surtout que depuis le début de la saison, j'en parle, hein, mais que le Giro a un plateau relativement faible, où tu as un podium qui est peut-être déjà dessiné, mais qu'après derrière tout est vraiment open. Et je pense qu'un top 10, c'est pas irréalisable et que pourquoi pas, s'il y a eu de la progression, aller chercher mieux, voire un top 5, pourquoi pas. Moi, je suis un peu triste. Je te dis mon avis parce que. Bah, et je le vois et que ça revient aussi dans le chat et c'est aussi ce qui est revenu sur Twitter à ce niveau-là quand c'est sorti l'article là. C'est que moi, ça me rend triste de voir ce genre de mec, un énorme baroudeur qui fait tellement kiffer en attaquant, en allant dans les échappées, en jouant des victoires d'étape. Et même ces mecs-là, bah, je sais pas si c'est le sponsor, si c'est de lui, mais on sait que les sponsors, c'est général à tout prix, il n'y a rien d'autre qui existe. Mais de le voir tout miser sur un général et on va juste le voir s'accrocher au meilleur, se faire lâcher à 5 bornes et essayer de s'accrocher pour une 7ème place, ça me rend un peu triste. Surtout que bah, quand tu le vois, c'est un baroudeur de fou, Kamna. En échappée, il peut te faire des courses et te procurer des émotions de zinzin. Non, je suis d'accord. Je pense que dans le cas de Kamna, c'est vraiment lui qui a envie de jouer les classements généraux. C'est un truc qu'il travaille, du coup avec la Bora depuis, bah, maintenant peut-être un an, un peu plus d'1 an, mais ça a l'air d'être une volonté, personnelle du coureur. Mais c'est vrai que des gars à la Thomas De Gendt qui étaient capables de te faire un top 10, allez même podium de grand tour, qui décident de là maintenant j'arrête les classements généraux, je vais aller gagner des étapes, ça existe plus trop, j'ai l'impression. Et c'est vrai que c'était un des meilleurs baroudeurs du peloton, surtout sur les étapes casse-pattes, les étapes en montagne et tout. Et ouais, c'est dommage de le voir du coup enfin, se retrouver à jouer les classements généraux. Et tu vois, je pense qu'il y a d'autres coureurs dans ce style-là où, genre, tu vois, j'ai l'exemple de Derek J en tête. À tout moment, c'est le genre de coureur qui va se retrouver à devoir jouer les classements généraux parce que il est bon en chrono, il grimpe bien. On l'a vu à l'attaque beaucoup de fois et souvent proche de la victoire. Donc tu sais qu'il peut répéter beaucoup les efforts à travers les journées. Et tu vois, si un Derek J, par exemple, se retrouve à jouer un classement général sur un grand tour, lui aussi, ça va être très très triste parce que c'est le genre de coureur qui rendent la course hyper excitante, quoi. Ouais, après, vas-y. Ces derniers temps, ça se fait tellement rare en plus, ce genre de coureur. On les perd, les mecs les baroudeurs vainqueurs d'étapes comme ça. Maintenant, c'est juste, t'es dans le train, t'es soit équipier, soit tu vises le gène. Ça me rend un peu triste. Ouais. Tu veux qu'on parle de. Non, j'allais dire Vermouth. On peut parler du projet One Cycling avant? Oui. Et là, attendez, il va falloir ouvrir ses oreilles. Alors, bon, le site il est en néerlandais, mais c'est surtout ma voix et ce que je vais vous raconter, ce qui est important. Si vous n'avez pas suivi, c'est quoi le projet One Cycling? Parce que c'est quelque chose de très sérieux. Le projet One Cycling, c'est tout simplement un projet de l'Arabie Saoudite qui est prévu pour 2026 de base. On verra si ça se fait ou pas. Mais vous savez, l'Arabie Saoudite, dans tous les sports, il y a le projet 2030 avec la Coupe du Monde au foot. Ils investissent de fou jusqu'en 2030 sur tous les sports possibles et inimaginables. Et en gros, le projet consiste à tout simplement créer une ligue, je sais pas si c'est très bien formulé, mais en gros, un peu en mode ligue fermée où ils veulent avoir des équipes qui participent à des courses qui feraient partie de leur calendrier. Ils sont en négociation avec certaines courses, tout simplement, certains organisateurs pour que les organisateurs, à partir de 2026, passent dans leur calendrier. Et ça serait tout simplement un calendrier à côté du World Tour, quoi, pour faire simple. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour faire simple. Et le souhait de ce projet, tout simplement, c'est de trouver un accord avec un maximum d'équipes. Au minimum, ils aimeraient 10 équipes dans la ligue, et avec un maximum aussi d'organisateurs de courses qui existent déjà, mais aussi de créer de nouvelles courses pour ce calendrier-là. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Tu me dis si ça paraît pas clair.
Non, c'est bon. Et pour le moment, bon, les chiffres, pour le moment, c'est 270 millions par année qui circulera entre les équipes et les courses, tout ça. Donc forcément, pour certaines équipes, c'est intéressant. Euh, et pourquoi attendre 2026? Attendre 2026 parce que bah, jusqu'en 2025, tu sais, il y a les montées-descentes en World Tour. Et du coup, en 2026, tu sauras vraiment qui sont les World Tour et qui ne le sont pas. Et en fonction d'eux, ils veulent, voilà. Ce qu'on sait pour le moment, c'est que les équipes qui ont potentiellement dit oui ou qui sont impliquées dans le projet, on a la Visma, EF, Soudal Quickstep, Alpecin, Intermarché, Ineos, Lidl Trek et Boransgreux. UAE et Bahreïn n'ont pas voulu communiquer, ils sont dans l'attente. Et ceux qui se sont déjà mis contre le projet, c'est la Astana, Movistar, Jayco, DSM Firmenich et les équipes françaises Groupama, FDJ, Arkea, Cofidis, Decathlon, G2R. Donc voilà, en gros, c'est une compétition où, imaginons, c'est pas vrai, mais il y aura peut-être dans le calendrier, il y aura peut-être. On peut comparer ça au Super Prestige, par exemple, en cyclocross. C'est un truc à part, avec son propre classement, à côté du classement UCI et compagnie. Je sais pas si c'était très clair. Ouais, non, si, c'est clair. C'est juste beaucoup d'informations à emmagasiner. Mais ouais, je sais que je sais même, j'ai pas vraiment Mais d'avis en là-dessus, en gros, fait. pour faire un exemple, imaginons, on est en 2026. Bah, il se peut que. Là, je sais que par rapport aux organisateurs de courses, il y en a beaucoup des Flanders classiques qui sont dedans. Mais par exemple, là, si je descends, il parle un peu de Super League. Enfin, c'est quasiment le même système que la Super League au foot. Là. Enfin bref, c'est dans tous les sports. Ils veulent faire des trucs, des ligues fermées dans tous les sens. Mais, euh, mais en gros, par exemple, on aura, je sais pas moi, 4 courses qui seront créées avec cet argent-là. Peu importe où, hein, très certainement dans ce coin-là, je pense, du monde. Et peut-être qu'en plus de ça, il y aura, je sais pas moi, il y aura l'Amstel, il y aura Grand Wevelgem, il y aura toutes ces courses-là qui ne seront plus dans le calendrier World Tour, mais qui seront dans cette ligue fermée-là. Et il n'y aura que les équipes de cette ligue fermée qui feront ces courses-là, et ça sera vraiment un classement entre eux. Ça ne touchera pas le World Tour à proprement parler, sauf les courses qui seront en exclusivité avec eux, si j'ai compris. Mais les équipes qui seront dans cette ligue feront quand même le Tour de France et les grands tours qui ne seront pas touchés par ce truc. Ils feront quand même les autres courses World Tour, etc. etc. Ouais. Bah, ça a l'air assez complexe comme ça, dit comme ça. De toute façon, je pense que en tous les cas, il faudrait que chacun se penche un peu sur un article ou quoi qui explique bien ce qui est dit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de contre à ça. Il y a peut-être quelques points positifs, notamment, je pense, en termes de revenus et de sponsoring. De... Tu peux t'assurer d'avoir un sponsor qui reste sur plusieurs années avec toi. Et dans le vélo, on sait très que c'est aussi très compliqué, les sponsors. Maintenant, le fait de, ouais, de vraiment séparer la ligue en deux et vraiment te dire, allez, nous, on prend l'élite et le reste, ben, ça va de l'autre côté. C'est compliqué et je pense que dans tous les cas, c'est quelque chose qui en Europe ne marche pas spécialement. Donc, ouais, j'ai même pas envie de dire à voir ce que ça va donner par la suite parce que je pense qu'en Europe, c'est mort, comme j'ai dit. Mais ouais, les Saoudiens sont un peu dans cette politique de attirer un peu le sport vers eux. Et j'ai même pas envie de parler de sport washing ou quoi parce que je pense que peu importe le sport, peu importe la région du monde, le sport est lié à la politique. Mais ouais, c'est compliqué. Faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir à ce qui se passe dans le monde du vélo parce que on parle toujours de problèmes d'argent, de salary cap, de sponsoring, de changement de sponsor et tout, donc ouais, c'est complexe. Je sais pas si tu as quelque chose de plus à dire Bah, là-dessus? le problème en fait de système de ligue fermée et tout, c'est que vas-y, ça veut prendre le exemple sur les sports aux États-Unis pour partout ici même en Europe maintenant. Euh, Ça gâche tellement d'histoires. Genre, c'est fini les courses où, genre, imaginons il y a 12 équipes qui font partie de ce truc. Sur les courses de ce calendrier-là, il y aura que ces 12-là. Il y aura plus d'équipes invitées, il y aura plus de petits coureurs, il y aura plus de petites équipes qui vont en échapper. Il y aura plus de belles histoires et de mecs qui résistent au retour des monstres derrière machin. Donc déjà ça c'est mort. Ces équipes-là, ils auront un budget mais phénoménal donné par cette ligue. Et ça va encore. Parce qu'ils seront pas interdits, ils feront aussi les autres courses du calendrier. C'est vraiment un truc à part, à côté, en plus de tout ce qui existe déjà. Donc ça va encore plus creuser la différence entre ces équipes-là et les équipes qui n'y seront pas, les plus petites équipes et tout.
c'est une catastrophe. Il faut absolument pas que ce truc se fasse. Pour moi, hein. Non, c'est sûr. Et à côté de ça, en plus, tu vois, enfin, tu les États-Unis qui ont un peu fait leur ligue, dans le vélo, pour eux. En vrai, c'est même pas vraiment comparable dans le sens où aux États-Unis, beh, ça marche moins bien et on voit que justement le cyclisme est un sport qui marche moins bien hors de l'Europe, j'ai l'impression et que ouais, non, c'est chasse gardée de l'Europe, le cyclisme, en fait. Donc je pense que c'est eux qui vont devoir s'adapter à ce que nous on applique en Europe et pas eux qui viennent imposer un peu leur culture et vouloir faire comme, les États-Unis. Donc ouais, je pense que c'est pas le bon sport pour essayer de faire ça et même, quand tu vois que niveau football, ça marche pas non plus trop, de faire, un projet Super League, bah, tu sens qu'il y a certains sports qui restent propriété de l'Europe, qui restent, bah, notre patrimoine, notre ballon rond, notre vélo, tout ça et que, bah, c'est tant pis, quoi. Aller faire, ça avec, le tennis. J'ai vu dans le chat, ça parlait du tennis, que ça faisait un truc un peu similaire. Peut-être De que toute le façon, ils tennis, veulent ça faire peut ça avec marcher, tous les sports, hein. Honnêtement, c'est il y a pas ça, un mais sport, où ils veulent pas faire, ce genre de système et je vois que ça parle de l'UCI et tout. En fait, le truc, les gars, c'est que c'est vraiment un truc à part de l'UCI. Donc l'UCI ouais, n'a aucun pouvoir, là-dessus, genre. C'est-à-dire que c'est comme je vois que Alex, il prend l'exemple des courses points nationales et tout. Ça serait vraiment une ligue à part, genre, je sais pas comment ça serait appelé, mais genre, t'aurais les points, les courses points World Tour, t'aurais les points pro, les points 2, et là, et à côté des points World Tour, t'aurais je sais pas, les points League, j'en sais rien, mais c'est vraiment un truc totalement différent. Donc l'UCI, pour moi, n'a aucun pouvoir, sur, est-ce que ça va se faire ou pas. ouais, non, mais je pense que dans tous les cas, ça marchera pas parce que le cyclisme est beaucoup trop ancré, modèle européen et que, bah, si ça marche par exemple pour le foot, c'est pareil. Le foot aux États-Unis, c'est pas du tout ce que c'est en Europe et faire une ligue privée, ben, il y a peut-être des points positifs, hein, surtout au niveau du revenu, tout ça et peut-être pour, enrichir encore plus les riches. Mais ouais, ça marchera pas et ça n'ira jamais parce que c'est pas les mêmes cultures et c'est 2 cultures différentes et je pense que c'est pour ça aussi qu'aux États-Unis, beh, tout ce qui est NBA marche bien, mais qu'en Europe, bah, le basket est différent, c'est pas fait de la même façon donc voilà. L'UCI pourrait interdire aux équipes qui font la Super League de faire d'interdire de faire les courses World Tour. Il y a aucun monde. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte. On parle de, par exemple, imaginons les 12 meilleures équipes font partie de ce truc. L'UCI ne peut pas, absolument pas dire. Genre, ça voudrait dire que sur le Tour de France, on se retrouve avec, en top team, DSM et compagnie, on se retrouve sans aucune star. Même les courses de l'UCI à proprement parler, ça les tuerait complètement, genre. Et puis, ne je pense ne sont pas non plus trop, hypocrites dans le sens où, si toutes les meilleures équipes du peloton se retrouvent sur la ligue saoudienne, on va regarder la ligue saoudienne en fait. Enfin, ça va être compliqué de se dire: «Bon allez, on va regarder le Tour de France, on sait que c'est un moins bon niveau, mais on va quand même regarder parce que c'est chez nous», tout ça. Je pense que dans le fond, on va quand même se dire: «Ah, bah, c'est pas mal là-bas ce qui se passe, il y a un Pogacar, il est en train de bien gagner et tout sur des courses de haut niveau. Pourquoi pas?» et on va quand même regarder, enfin, donc c'est difficile à Mm. imaginer et ouais, ça ferait beaucoup de mal au sport, en fait, tout simplement. Ouais, je vois que ça dit, ça sera pas que des courses en Arabie Saoudite, hein. Il y en aura certainement, sûrement que par exemple le Saudi Tour passerait dans ce truc, tout ça. C'est juste que en gros, les courses qui rejoindront ce truc, ça sera la propriété de la Ligue et de l'Arabie Saoudite. Et genre, imaginons, l'Amstel rejoint ce truc, les sponsors qu'on verrait sur le côté de l'Amstel, c'est des pubs pour l'Arabie Saoudite, c'est des machins, c'est plus ce genre de truc. Si j'ai compris. Le seul moyen qu'un Mais Français gagne le Tour. l'Amstel, ça sera toujours l'Amstel qu'on connaît avec, l'arrivée au machin, sauf qu'il y aura que les équipes qui participent à cette ligue et les sponsors qui seront gérés par, qui seront la propriété de la ligue, quoi. Ah, j'aime beaucoup ce que Vélopanache a mis dans le chat. Je pense qu'il a pas tort, hein, le seul moyen qu'un Ah, Français vas-y. gagne le Tour. C'est ouais, au final, on voit que les Français sont pas dans le mood et tant mieux, franchement et j'espère qu'il y aura plus d'éclaircissements par rapport à tout ça ou que même, si ça doit Oui, venir à dans tous ça les cas, on capote, a le quoi. temps, c'est pour 2026 le projet, donc il y aura encore des trucs qui sortiront, il y aura des mises à jour. Ça se fera peut-être pas, ça se fera, on verra. Mais on vous tiendra au courant, si jamais il y a du nouveau, mais pour le moment, on en est là niveau info, sur ce truc. Peut-être qu'on sera financé par les Saoudiens pour parler en bien de ce projet aussi, hein, on sait pas, hein. Écoutez, l'attrait de l'argent, mmh, On accepte. voilà. Ouais, c'est bon. Vive la one cycling. Donc, la suite.
la suite, il nous reste 2 petits trucs avant de passer aux courses de la semaine. Putain, ça fait déjà 1h30, mais ça passe trop vite. Hop, hop, hop. Ouais, Tu veux nous on va parler de faire en bref. Vermouth? Ouais, on va faire en bref. Julien Vermeulen, du coup, qui a retrouvé un contrat dans le peloton à Jumbo. Il y a tout un article qui revient un peu sur son année off et aussi sur C'est ça. comment s'est passé la fin de son contrat chez Alpecin. En gros, on lui avait promis une place voilà, chez Alpecin et puis ça s'est pas fait. Un peu ce qui se passe avec beaucoup de coureurs dans le peloton World Tour, hein, et c'est aussi important d'en parler. C'est que du coup, voilà, les coureurs, on leur promet un peu une place, puis au final, bon, ça marche pas. T'as du mal avec Jumbo Visma. Ouais, mais je suis pas encore mis dedans. Faut qu'on les voit plus dans le peloton en fait. Dès Eh, que tu vas voir. c'est la 4ème émission là, faut se rentrer dedans là, ça va faire un mois là. Ouais, non, c'est clair, c'est vrai. Mais du coup, voilà, Vermeulen qui a fait toute une saison à faire des kermesses, des courses nationales, en fait, à rouler pour sa survie entre guillemets. Et avec le retrait de Hofstede chez la Visma Lease Bike, voilà, il a retrouvé son contrat chez eux. Vermeulen a retrouvé son contrat là-bas et très content pour lui parce que ça reste quand même un très, très bon équipier, un bon rouleur en tête de peloton. Et je pense que, tu vois, une expérience comme ça, un peu comme ce qu'a subi la BNB l'année passée, tous les coureurs, comme notamment Alexis Goujard qui a eu une année en national et qui revient maintenant avec un esprit très, très revanchard aussi. Mais Vermeulen, pareil, il aura ça. Et en plus, qui plus est, il est dans la meilleure équipe du peloton. Donc, très belle histoire. Et voilà, donc je voulais juste passer là-dessus. Et ensuite, un entretien de Warren Barguil qui a eu lieu sur la chaîne YouTube du Telegram, où on voit que du coup N'hésitez pas à aller la Barguil, voir, c'est sympa à voir. voilà, on voit Barguil qui parle un peu de ses ambitions pour l'année, de son départ de la Arkea, où il explique qu'il y a eu un peu aussi le fait que Demar soit arrivé et qu'on soit un peu concentré sur le projet Demar. Ça l'a entre guillemets un peu délaissé, mais qu'il n'y a pas du tout de regret par rapport à ça, c'était normal et que lui, il voulait aussi un peu se retrouver dans un rôle pour gagner des courses. Il n'était pas encore prêt à avoir ce rôle de capitaine de route qu'il pourrait avoir chez Arkea, de leader qui englobe un peu les jeunes. Et donc, du coup, on voit qu'il est plein d'ambition encore chez DSM. On a un peu, entre guillemets, ses objectifs de la saison, donc les Ardennaises, avec Glug, un coureur qu'on a vu sur Down Under. Et on sait aussi qu'il sera sur le Tour de France, forcément, pour jouer les étapes avec Jacobsen, avec Bardet, qui seront là comme leaders et où bah, on voit déjà 3 gros noms qui seront là avec des bons équipiers qui seront pour les accompagner. Donc, Barguil est vraiment hyper revanchard sur les grosses courses. Il a envie d'en donner. Et il a signé un contrat de 3 ans, donc il n'est pas encore ouvert à la retraite. Il est encore bien dans le vélo. Et voilà, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Elle est pas très longue en plus, donc vous allez apprécier. Bah, c'est assez marrant quand même, hein. C'est le Breton qui était dans une équipe bretonne, mais c'est un peu le retour à la maison dans une équipe néerlandaise. Bah, c'est ça, c'est exactement ça. Il disait qu'il n'était pas du tout fermé à retourner chez Arkea au moment où il sentirait qu'il avait une autre mission à accomplir, quoi. Donc, c'est vrai, il a besoin peut-être aussi d'avoir un peu ce cocon. Et il le dit, hein, qu'il voulait pas non plus découvrir quelque chose de nouveau et que justement, c'était son premier choix, sa première envie de retourner chez DSM. On lui a dit, ben, fais un top 10 sur Liège et on te recontacte. Enfin, on se rappelle, il a fait sa 10e place sur Liège. Et du coup, il y a eu les contacts qui sont faits. Et du coup, voilà, Barguil qui retourne dans son ancienne équipe. Et ouais, Barguil à suivre cette saison chez DSM Firmenich. Munich. Et on va terminer, c'est l'info du jour, c'est tombé juste avant que l'émission commence quasiment. C'est notre ami, sortez les mouchoirs, l'un des gros showman du peloton, qui a annoncé s'arrêter. Eh oui, Rigoberto Urán, c'est ciao fin 2024. Belle vidéo. Si vous parlez espagnol, n'hésitez pas à aller la voir. C'est un Je pense entretien qu'il y a la d'1h20. traduction, il y a la traduction en anglais, je pense déjà, qui était mise, mais ouais, Du coup, ouais, voilà. Rigo qui s'arrête, hein, le panache à l'état pur, Panachman. Merci. Ouais. Mais ouais, Rigo, grosse légende du peloton hein, maintenant, hein, que ce soit pour le panache, que ce soit pour toutes ces critiques qu'il y a eu sur le Tour de France où on le voit ne pas attaquer, et pour toutes ces phrases que quand tu le vois lever les bras, il comprend pas pourquoi il gagne et tout. Enfin, c'est vraiment un showman, que ce soit dans ses faciès, que ce soit dans son attitude sur le vélo. Et c'est aussi encore un des derniers gros du peloton. Hein. Il a été plusieurs fois podium sur les Jeux Olympiques, sur les championnats du monde. Il a toujours été présent
dans le final. Bah, il a podium de Tour de France, podium de Giro et la légende retiendra qu'il a gagné ce Giro en 2014. Donc non, gros coureur et franchement, ça va faire du mal au peloton aussi, je pense. Et Attends, surtout pour les t'as dit quoi Colombiens. la Giro 2014? Ouais, ouais, il l'a gagné, il l'a gagné. Ah ouais? Ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Et ouais, je pense que ça va faire du mal un peu au cyclisme, bah, international et même colombien aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui, allaient en vacances chez Rigo, enfin qui allaient le rendre visite et tout, pendant l'intersaison. Ouais, comme nous, hein. Donc voilà. Il y a aussi son projet, Go Rigo Go, qui est là depuis plusieurs années. Peut-être qu'il va aussi un peu plus se concentrer dessus. Mais ouais, au niveau peloton, hein, au niveau du peloton, ça va faire beaucoup de mal. Donc voilà, dernière saison, profitons de ce monstre avant qu'il n'ait trop tard. Bon, on a parlé de pas mal de choses. On va passer aux courses, au programme de la semaine, bien évidemment. Voici le programme de la semaine et ce qui vous attend à partir de mercredi jusqu'à dimanche. On aura en simultané la Ruta del Sol et le Tour d'Algarve. Donc deux courses assez sympas à chaque fois, hein, deux courses par étape de 5 jours. Vendredi, nouvelle classique, classique VAR, avec samedi et dimanche le Tour des Alpes-Maritimes. C'est tout simple, hein, l'année dernière et les autres années, vous connaissiez le Tour des Alpes-Maritimes et du VAR. Cette fois-ci, c'est divisé en deux. Il n'y a plus que le Tour des Alpes-Maritimes et le VAR a sa propre classique, mais la veille des deux étapes. Donc, classique le vendredi et samedi, dimanche, tour de 2 étapes pour les Alpes-Maritimes et le VAR. Et le... Non, bah, vous avez capté. À partir de dimanche, il y aura le Tour du Rwanda sur 8 jours. Et à partir de lundi prochain, on le met déjà maintenant, vu que ça aura déjà commencé lors de la prochaine émission, il y aura bien évidemment la 3e course World Tour de la saison, l'UAE Tour, tout simplement. Petit tour des start list vite fait. Ouais, il Il y y a a des du beau nom. parcours. Il y a Commence du par beau la nom Ruta sur del Sol. Algarve. OK, Ruta del Sol? Ouais. Ouais, bah, le parcours est très sympa. Enfin, c'est toujours pareil, Ruta del Sol, hein, des arrivées en bosse, du casse-pattes, des Ouais, j'ai pas descentes et l'étape tout. 1 pour vous montrer, mais je fais défiler les autres. C'est vraiment hyper sympa et le plateau est intéressant aussi, il y a du beau nom et de toute façon, on va revenir dessus et ouais, c'est ouvert. En vrai, voilà, c'est Ouais, ouvert. ouais, dans les gros noms, on a la reprise de Félix Gall, on a la reprise de Juan Ayuso notamment. Il y a Eddie Dunbar chez la Jayco qui avait fait un gros Giro l'an dernier, on va voir ce que ça donne. Sinon, il y a qui d'autre? On voit qu'il y a Moulberger ici, Ruben Guerrero, Maxime Van Gils peut être intéressant chez l'Auto Destiny. Bon, il y a des petits noms sympas. Il y a Victor Lafay aussi chez Decathlon AG2R. On va le voir sous ses nouvelles couleurs. Axel Et Axel, Laurence. ouais, je me demande s'il peut gagner une étape là-bas, ça peut être intéressant. Ouais. Mais enfin, voilà, ouais, c'est souvent aussi la grosse reprise des grimpeurs, hein, de toute façon, ces genres de courses, donc forcément. Et puis, bah, en opposition, la même semaine, enfin, les mêmes jours, il y aura Algarve où Ah, l'Algarve, c'est ouais, plus je ou fais moins pareil défiler. aussi, hein, reprise des coureurs, mais il y a souvent aussi un chrono en plus qui fait que certains vont là-bas et pas, Ah, l'Algarve est à bien plus Ruta del dur Sol. que la Ruta del Sol cette année là. Ouais, et pourtant le parcours c'est le même, hein, chaque année, hein. Tu l'Alto de Foya, tu as Malhao comme autre montée, puis tu as le chrono et tu as 2 Ouais, sprints c'est ça. ouais, on verra ce que ça donne, mais les noms sont plus intéressants sur Algarve, mais le parcours est peut-être un peu moins, «alléchant», on va dire, guillemets. Ah bah niveau nom, on a qui? On a Charman Martinez chez Bora. Il y a qui d'autre? Il y a Arnaud Desmar chez Arkea. Il y a Sénéchal aussi qui va être là, donc assez intéressant. Il y a la reprise de Kung pour la Groupama FDJ en vue du chrono, c'est pas mal. On va avoir qui? On va avoir Benili, Stéphane Bicheguer. Chez Ineos Grenadier, il y a du Geraint Thomas qui revient avec du Tim Arensman du Ghana. On a Remco qui sera là pour la Soudal Quickstep avec Landa. Il y a Van Aert qui sera présent aussi, Sepkus comme grimpeur, il y a Del Toro, Marc Hirschi, Morgado, la même équipe que sur la classique. D'ailleurs, pour Ouais, vous bah, la... c'est ça, hein. Ouais, bah, c'est le Il y a du prolongement, de très toute très façon, de très la beau monde. Péguera classique. Ah, il y a Que Pitcock forcément, aussi chez Ineos, ouais, exactement. ouais, la compo Ineos, elle est vraiment pas mal. Il y a, beh, Sheffield. potentiellement 5 leaders, en fait, sur la course, donc c'est pas mal. Ensuite, on a la classique VAR. La classique VAR avec l'arrivée au mont Faron. La Starlist n'est pas encore très fournie, mais ça sera vendredi. Grosso modo, on a le trio qui reprend chez Groupama, Grégoire, Martinez, Godu. Génès qui a gagné à Marseillaise plus tôt dans l'année. Il y a Vauclin qui sera là pour Arkea. Le petit Garcia qu'on a bien aimé là cette semaine en Provence.
Il y aura Guillaume Martin et Gorka Izagir chez Cofidis. Il y a Romain Bardet de prévu peu chez DSM. Il serait le premier tech sympa aussi avec Woods, Toynes et Fugel. Steve Kras aussi. Marc Padoun pour Coratec. Ok. Ah, faut citer les grands Non, noms. c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Et du coup, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, ça sera en 2 étapes. Le parcours est pas si fou. Est-ce que je peux vous le trouver là? Le site, il est là. Je vais vous le trouver vite fait là. Le parcours. Parce que en gros, on a la première étape ici. Coucou les Et BG. on a la seconde ici. Donc c'est pas très dur. De toute façon, généralement, l'étape la plus dure des 3, c'était celle qu'il y avait au Var. Sauf que maintenant, c'est différent. Hein, donc, ouais, on risque d'avoir une course à la bonif aussi. Hein. Ouais, c'est... Bon, il peut se passer beaucoup de choses, mais ouais, ça va sûrement se jouer à la bonif entre à chaque fois des groupes de costauds qui se font un sprint. Donc, ouais, puis je pense que tu vas en parler, mais il y a des bons noms aussi. Bah, Ça va c'est être sûrement... quasiment la même Ouais, start list que c'est la ça. classique de la veille, de toute façon. Hein, à C'est peu ça, et près. puis il y a beaucoup d'équipes qui n'ont pas encore décidé de qui allait le faire, qui allait faire la course. Donc, ouais, on verra bien ce qu'il y a. Mais ça risque de jouer au sprint à la bonif, quoi. On aura le Tour du Rwanda aussi, bon, ce qui est plus sur la semaine prochaine, mais ça commence dimanche. Bon, il n'y a pas énormément de monde non plus, hein, c'est très petite course, c'est de la point 1. Bon, c'est intéressant vu que les championnats du monde seront là-bas l'an prochain. Mais bon, on a qui? On a William Junior Le Cerf qui sera leader bien favori, je pense. Et sinon, après, bah, c'est des petits jeunes. Hein. Ouais, faut voir ce que les autres équipes annoncent. Il y aura quelques petites équipes sympas qui vont quand même se montrer. Hein. Je vois qu'il y aura l'équipe dev de la UAE. Donc pourquoi pas avoir par exemple un Gal Glivar sur la course. S'il l'a fait, ça peut être un très bon nom. Je vois que Chris Froome sera là pour Oui, l'Israël. il Chris y a Froome qui Chris fera Froome. Ouais. sa tournée africaine. Et puis ouais, faut voir ce qui est annoncé en fait. Julien Simon là pour la Total, c'est déjà pas mal aussi comme nom. Il y a la Tour, Et apparemment, il va ouais, là-bas. la Tour, j'ai entendu parler, ouais, donc ouais, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et enfin, on en parlera bien plus en détail la semaine prochaine de ce parcours, mais l'UAE Tour commencera lundi prochain. Première étape lundi matin. Et on aura un parcours classique, même si la première étape là. La première étape elle est sympa, hein, des petites bosses par-ci par-là, ça sera lundi matin prochain. Au moment de la prochaine émission, elle aura déjà eu lieu. Et puis bah, c'est du classique, c'est du chrono, c'est du plat, c'est GBLG, c'est GB la fête pour finir. Troisième course World Tour de la saison. Donc on verra ça. Mais ça, on y reviendra bien plus en détail la semaine prochaine, non? Ouais, c'est sûr, et puis cette première étape, c'est marrant, on dirait qu'ils ont rajouté du dénivelé dans les Émirats Arabes Unis, parce qu'on a Ouais, ils ont connu créé le des petites tour dunes. avec... c'est ça, parce que d'habitude, on a connu hein, le parcours avec que du plat et puis les deux montées. Bon, bah là, ça change un peu, et tant mieux. Et on verra bien ce que ça donne. Il y a du beau nom, hein, forcément. C'est une course World Tour, donc forcément, il y a des beaux coureurs, que ce soit au sprint, avec du Phil Bowes que je vois présent, Groenewegen aussi qui serait là avec son train. Et puis après en montagne, ben, il y aura Adam Yates que je vois qui est déjà annoncé, il y aura Luc Plapp aussi, il y aura du Rubio qui a gagné l'année passée aussi là. Donc ouais, à voir ce que ça donne. Ça peut être cool. À niveau start list, les gars, c'est pas encore très développé, donc on en reviendra plus la semaine prochaine. On sait pas trop qui le fera. Ce qu'on sait juste, c'est que Arkea et Groupama le font pas, je crois. Voilà, ils y sont, mais il me semble que j'avais vu passer sur Twitter que ils y allaient pas à l'UE Tour. Ok. C'est le moment que tu préfères. Non, on va pas résumer l'UAE Tour féminin. Et ça sera très rare, voire quasiment plus jamais de l'année qu'on parlera de cyclisme féminin. Non pas que on dénigre ça ou quoi, mais juste on ne suit pas. Donc, enfin moi perso, je vais parler pour moi, mais c'est à peu près pareil pour Colby. Ouais, il y a Je, que je, l'actu je qui passe regarde sur les vraiment réseaux. aucune course. Je ne sais même pas qui l'a gagné l'UAE Tour féminin. Ah, Euh, c'est Kopecky. donc voilà, je sais même pas c'est qui. Donc je ne connais rien. Donc on va éviter de parler de choses qu'on ne connaît pas. Ouais, C'est mieux, bien sûr. ouais, c'est sûr. Bon après, je pense que dans tous les cas, les résultats tournent assez souvent. Les courses, il y a quelques courses intéressantes à regarder si vous voulez toujours, hein, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on couvre principalement et ça va être compliqué. Donc il y a quand même déjà beaucoup de courses au niveau masculin. Ouais. Et notamment cette semaine, on a vu, il y avait facilement 10 courses et la vidéo est déjà très, très longue, par exemple. Donc ouais, ce sera compliqué de parler de cyclisme féminin. Bon, le dernier passage, comme je l'ai dit, celui que tu préfères, le classement des pronos.
Comme vous savez, à la fin de chaque émission, petit moment prono. La semaine dernière, pour la Provence, on avait tous les deux misé sur Pedersen. C'est bien évidemment un point chacun. C'était très dur, hein, c'est presque pas un point donné. Ensuite, moi j'avais mis Higuita, toi Vandrame pour la classique de Murcie. C'est loupé. Pour la Figuera, j'avais mis Remco. Le tapin est passé. Toi, t'avais mis Hirschi. Et pour la classique d'Almeria, j'avais mis Meus, t'avais mis Tyson. Donc c'est un 0 pointé sur celle-là pour nous deux. Nous sommes à 4-1. Ouais. Mais ça va, j'ai compris la bêta. On va arrêter La de faire les méta. noms hipster. Et On va arrêter de prendre le deuxième nom, le contender. On va juste dire le gros nom, c'est bon, ça va passer. D'ailleurs, les gars, petit changement. Pour éviter qu'on passe 20 minutes à chercher dans les startlists et tout, on se fait la petite liste des courses dont on va prono à la fin de chaque émission à l'avance. Et comme ça, s'il y a du doublon, c'est pas grave. On sait pas. C'est pas juste on dit le même nom que l'autre juste parce que voilà. Donc là, on va tout simplement donner nos pronos pour l'Algarve, la Ruta del Sol, la Classic VAR et le Tour des Alpes-Maritimes. T'as tes noms en tête, c'est bon, t'as ta liste? Ouais. Alors pour l'Algarve, j'ai mis gros risque encore une fois, et Remco. Mais je m'explique au vu du parcours, honnêtement. Il y a le chrono. Je me dis c'est dur pour les autres d'aller le battre, quoi. Bah écoute, pour les mêmes raisons, je vais dire Van Aert. Quoi? Van Aert? Ben, Van Aert, il y a une différence entre lui et Remco, c'est que Van Aert peut faire les sprints massifs, être récupéré 10 secondes de bonus par sprint. Et sur des parcours comme ça, il n'y a jamais 20 secondes d'écart entre lui et Van Aert, entre lui et Remco. En vrai, c'est Donc pas ouais, bête, hein, le parcours est pas si dur. Hein. on connaît le parcours et je pense pas que Remco L'étape avec la plus les dure, étapes... c'est il y a un petit mur de 7 à 7% à la fin. Ouais, et je pense pas que là-dessus, t'es Van Aert qui perd 20 secondes sur ça, plus le chrono. Donc ça se trouve même Van Aert bat Remco sur le chrono. Donc ouais, Van Aert. Ok. Non, en vrai, c'est pas bête. C'est pas bête. Non, qu'est-ce que je dis? Attends, c'est la Ruta del Sol que t'as dit là? C'est Algarve? Non, Algarve. Non, Algarve. Algarve, mais non, oui, non, en fait, je suis complètement fou, je me suis trompé des parcours. Oui, non, Algarve, mais Algarve, c'est hyper dur. Mais non. Ah, si. Non, Algarve, t'as un chrono, Algarve, t'as le chrono et t'as deux grosses arrivées au sommet. Non, on les connaît, c'est pas des grosses arrivées au sommet. Ça arrive... Mm. Enfin, l'Alto de Foya, ça arrive toujours au sprint à 15. Et même des non-grimpeurs Ouais, le tiennent la dernier, botte. c'est du 10% hein, de moyenne. Hein. Ouais, et ça arrive avec des petits écarts de 3, 4, 5 secondes, mais et entre les meilleurs coureurs du peloton, donc non, t'inquiète. Bon, Van Aert, ok, on verra. Van Aert tiendra ce genre d'étape, surtout s'il doit jouer le général. Donc, Très bien. On passe, je te laisse dire en premier pour la Ruta del Sol. ouais, Ruta del Sol, on a vu un parcours assez compliqué. J'ai beaucoup hésité, mais pour des raisons évidentes de beaucoup d'arrivées en descente, je vais mettre Marc Soler. Ok. Parce que, Il ouais, nous il y a a dit il beaucoup y a 5 d'arrivées en minutes, descente. j'arrête de faire le hipster, je dis des trucs Bah, c'est tapides. pas... Mais Marc Soler n'est pas un nom hipster. Sur toutes les courses de la saison, Ouais. autres que les grands tours, Marc Soler a été hyper bon pour la UE ces dernières années. Surtout l'année passée, donc c'est un nom très sérieux. Et en montagne, j'ai vu l'année passée qu'il pouvait tenir quand même sur quelques jours des gars comme Almeida et... Ben, allez, je vais pas dire Roglic, Remco parce qu'ils ont dominé en Catalogne, mais Soler était... Enfin, parce qu'il faut dire Soler, pas Soler. Soler a toujours été très très actif et remuant. Et sur des courses comme ça, là, en descente, il est toujours bon. Donc, je suis très sérieux sur Marc Soler. Ok. Moi, j'ai dit Juan Ayuso. Forcément. Ouais, j'avais regardé la start list, je me dis, il y a bien moins de concurrence qu'à Algarve. Et je trouve que UAE sort vraiment du lot sur la Ruta del Sol par rapport à Algarve. Ouais. Donc, au final, on a la même équipe, hein, juste pas le même. Non, bah, ça va être comme la dernière fois, il y en a un qui ira dans le mur et l'autre Ouah, gagnera la super. course, quoi. Bon, Classic VAR, mon cher ami, arrivé au Mont Faron. Ouais. Tu connais Montfaron, on Florence? connaît la côte, hein, c'est sur du 4 km, je pense. Ah, j'ai pas le profil là, mais Du oui, 7%, bon, c'est du du. 7-8%. C'est course de côte, quoi. Ah, si, je l'ai, Ouais. pardon. Ouais, c'est du 8,5 quand même pendant 6 bornes. Et bon, bah, c'est souvent une course de côte quand c'est le Montfaron, c'est rarement des coups qui vont de loin, des trucs comme ça. Et je vais mettre Romain Grégoire, tout simplement. Parce Ok. que j'ai trouvé trop fort l'année passée sur ce genre de profil, donc
ça me dit bien quelque chose. Et moi, j'ai mis Kevin Vauquelin. Parce que j'ai envie de le voir mettre la balle au fond, comme on dit. Et je pense que ça peut lui convenir. C'est pas. Moins de 6 bornes, je pense que c'est pile poil dans ses cordes. Et vu ce qu'il a fait sur le dernier chrono et la forme qu'il avait à BC, je pense qu'il est bien en forme là, sur le début de saison. Ouais. Et enfin, tour des Alpes-Maritimes. Bah, de toute façon, ce sera l'homme à surveiller. T'avoue que c'est pour ça que je l'ai mis ni sur VAR, Ouais. ni sur le Tour des Alpes-Maritimes, parce que j'ai trop peur qu'il soit trop surveillé alors que il a la Arkea, tout ça. Et du coup, pour cette raison, je me suis dit, un gars qui arrive bien à se démarquer quand bah, il est pas trop regardé, Romain Bardet. Sur les Alpes-Maritimes? Ouais, il a un Ok. bon sprint, il tiendra les bosses, et puis pourquoi pas, des fois, il arrivera à partir sans qu'on le voit en filou, donc Romain Bardet. Moi, je me suis dit pareil, hein, là, regardez, vous avez. Non, vous voyez pas du tout. Putain, quel débile. C'est bon. Là, vous avez l'étape 1, là, vous avez l'étape 2. Pour moi, c'est clairement course à la bonif. Course pour garçon rapide. Et j'ai mis Dylan Teuns pour Israël Première Tech. Qui fait un bon début de saison, l'équipe aussi. Donc voilà. Remco Ayuso, Vauquelin, Teuns. Toi, Van Aert, Van Soler. Aert, Soler, Grégoire, Bardet. Ok, ok. On fera les comptes lundi prochain, cher ami. Un petit 4-4 la semaine prochaine. Ah, je pense plus sur du 7-1, mais vas-y. Vas-y, vas-y. Bref, les gars, on va s'arrêter là. Putain, on avait dit 1h30, ça va encore être quasiment 2 heures. Je suis dégoûté, sa mère. Euh... Alors, 15 coureurs à vous présenter, c'est non, non, parti. non, 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 non. Donc, écoutez, merci d'être passé. Merci de nous avoir écoutés, suivis. Comme d'habitude, ça sera disponible dès ce soir en podcast sur Spotify et Deezer. Et sur la chaîne YouTube également. Donc, je vous balance les liens sur les différents réseaux hein, très rapidement. Vous en faites pas. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en notre compagnie. Rendez-vous demain. Je pense que demain, je vais encore. Là, je gère le podcast, c'est la rediff et je suis au lit, les gars. Je pense que demain, vous me verrez pas encore. Mais j'espère on se retrouve mercredi. Normalement, je pense, oui. Mais du coup, voilà, suivez les réseaux. Il y aura tous les liens qui vont pop. Hein. De toute façon, vous suivez aussi la page du podcast sur les deux réseaux et vous suivez la chaîne YouTube. Donc, vous avez les notifs. Merci, Colby. Ouais, pas plaisir. Merci de t'être levé, hein. Surtout si tu vas pas bien, donc Eh ouais, mec. repose-toi Non, bien. mais on est amoureux d'Ordelé ici. Je suis amoureux de toi, mec. Écoute. C'est pas réciproque, je suis dégoûté, la team. Bref, on vous fait des bisous et à lundi prochain. Ciao, ciao! Ciao.